Tuer un homme, c'est quelque chose. Écoute, pourrieux. Je vais te défoncer la gueule, vu que si c'était autre chose, tu serais trop content. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en baver à mort. Et rendez-moi votre étoile. Tu peux rêver, couille molle. Foutez le camp de chez moi. Tenez, ça va vous faire un suppositoire à cette branche. On a tous un jour ce qu'on mérite. Arrête de me foutre ton barreau de chaise de contrebande sous le nez avant que je t'en fasse un suppositoire que t'allumeras par les naseaux. Qu'est-ce que vous osez dire? J'ai dit, collez-vous l'étoile dans le cul. Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à la rétrospective spéciale Clint Eastwood. Je suis toujours avec mon cousin Tom de la chaîne YouTube Dirty Tommy. Comment ça va, Tom ? Eh ben écoute, ça va très bien, prêt pour cette enfin dernière partie. Et les deux premières étaient bien colossales, et là on va finir par encore une bien fournie, quoi. Bien dense, c'est clair, parce qu'il y a quand même pas mal de films, puisqu'on là on va aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au dernier film réalisé par Eastwood, c'est-à-dire le cas Richard Jewell. Voilà, l'affaire sur Richard Jewell, donc sorti en 2019. 2020 en France, et donc on s'était arrêté la dernière fois sur le film Mystic River, on était en 2003, mais avant de enchaîner sur le prochain film qui est sorti en 2005, je voulais juste revenir sur quelques points par rapport à la carrière de Clint Eastwood et parler un petit peu de ses collaborateurs. Est-ce qu'il a eu des collaborateurs récurrents durant toute sa carrière, etc. Tu vois, comme un Scorsese qui a travaillé avec Robert De Niro, tu vois, qui est devenu son acteur fétiche pendant 20 ans, et ensuite qui a enchaîné avec DiCaprio, tu vois, Spielberg, sa collaboration avec John Williams. Est-ce que pareil chez Eastwood, il y a eu comme ça des collaborateurs assez récurrents? Alors il n'y a pas eu autant de fidélité que chez Steven Spielberg, ouais. Parce que vraiment lui il est resté quasiment toujours avec la même équipe, il a un peu changé de chef-op à un moment donné quand même, mais sinon ça a été globalement la même équipe. Eastwood il a été moins fidèle, mais quand même il y a eu le monteur. Oui. Alors, le monteur Joel Cox, voilà, qui est resté jusqu'au bout. Il a travaillé avec le même monteur depuis José Welser Laloy, donc depuis 1976, il travaille toujours avec ce même monteur, voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même. Et il y a eu également Lenny Niehaus, oui. Qui était le compositeur avec qui il a travaillé sur de nombreux films. Ouais. Et plus maintenant, depuis quand même quelques années, puisque maintenant il compose lui-même la musique de ses films, travaille aussi en collaboration avec un autre mec. Mais Lenny Niehaus, il l'a accompagné pendant une bonne partie de sa carrière. Et je crois qu'il a commencé un peu à composer la musique de ses films, Eastwood, à partir de Mystic River, il me semble. Ouais, plus ou moins, ouais. Ça s'est fait dans ces années-là, en fait. Et après, il a même collaboré avec son fils, Kyle Eastwood. Exact. Parce qu'attention, il a deux fils. Il a Kyle Eastwood, qui est devenu un musicien, et donc il compose effectivement des musiques pour lui. Et puis il y a Scott Eastwood, qui est lui un acteur qui va employer sur certains films comme Invictus, par exemple. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Et puis en termes d'acteurs fétiches, on va dire que il y en a quelques-uns, mais ils sont pas nombreux. Il y a évidemment il y a Sondra Locke, qui était donc sa fiancée de l'époque, avec qui il a collaboré sur 6 films. Aussi bien des films que lui il a réalisé que des films où il a juste joué dedans, comme Doux, dur et dingue et Ça va cogner, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis il y a aussi un acteur avec qui il a beaucoup collaboré, c'est Geoffrey Lewis, avec qui il a tourné 7 fois. Voilà, c'est un acteur de second rôle. Et puis on va dire que l'acteur avec qui il aura le plus tourné, enfin l'acteur le plus connu, le plus célèbre avec qui il aura le plus tourné, c'est finalement Morgan Freeman, puisque 3 fois. Voilà, 3 fois avec donc Impitoyable, $1 Million Baby et Invictus. Et juste avant d'en venir au prochain film réalisé par Eastwood, il faut quand même préciser quelque chose qui avait été important quand même dans le cœur des fans de Batman et de Clint Eastwood, c'est que Clint Eastwood aurait pu interpréter le Chevalier Noir dans un film réalisé par Darren Aronofsky, car c'est au moment où, c'était juste après le désastre Batman et Robin par Joel Schumacher en 97. La Warner a voulu rebooter en quelque sorte Batman, et il était question à un moment donné d'adapter le run de Frank Miller, l'excellent run de Frank Miller Year One, et dans lequel Clint Eastwood tenait le premier rôle.
Et sur un Batman vieux, quoi. Bah, oui, mais c'était justement un peu le but de l'adaptation, et ça pouvait être très intéressant. En tout cas, avec une vision très sombre, Darren Aronofsky à la réal, je te laisse imaginer un peu le truc. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis après, Nolan s'est emparé du projet, et de la saga The Dark Knight a commencé un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'était vraiment un truc important. À un moment donné, on était tous plus ou moins hypés par cette idée de se dire, tiens, il va y avoir le Chevalier Noir interprété par Eastwood et tout, dans une vision extrêmement sombre, encore plus sombre que ce qu'on avait vu avant, même limite avec Burton, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Mais est-ce que c'est Eastwood qui a refusé ? Est-ce qu'on sait ça ? Non, alors en fait, je crois qu'il y a eu un problème de droit, de scénario, de mésentente, je crois, entre Warner et Darren Aronofsky. Je crois qu'ils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Je crois qu'Eastwood n'a pas vraiment donné son grain de sel là-dedans. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être logique, puisque finalement Eastwood il appartait à l'écurie Warner, voilà, et que DC Comics étant Warner, Batman, Warner et tout ça, c'était presque assez logique. Et donc voilà, on s'était arrêté la dernière fois à Mystic River. Et donc là, j'ai envie de dire que on va rentrer dans une nouvelle ère du cinéma de Clint Eastwood où le réalisateur, il va un peu plus parler de l'Amérique dans son cinéma, et notamment des héros américains. Il va faire pas mal de films ayant pour sujet l'héroïsme américain. On va le voir à travers plusieurs films. Donc quelque part, j'ai l'impression qu'il va rentrer peut-être dans une ère un peu plus politique, Eastwood. Et d'ailleurs, pour juste préciser, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, que Clint Eastwood, il est républicain, enfin il vote républicain, on va dire par tradition, mais il est surtout connu pour être un libertarien. Est-ce que tu sais ce que c'est ça, libertarien ? Alors vas-y, explique-moi le terme. Libertarien, c'est en gros quelqu'un qui ne veut pas voir l'État s'interférer dans la communauté, en fait, et qui prône pour l'individualisme, qui prône pour une certaine la liberté de choix des individus, et qui ne veut pas forcément il n'est pas pour l'État-providence, quoi. C'est plus dans cette mouvement. Ce qu'on retrouve encore une fois, la transgression des règles. Absolument. Chez Dirty Harry et tout ça, quoi. Exactement. Donc il s'inscrit plus dans cette mouvance-là politique. Donc c'est même au-delà d'être républicain, quoi. C'est vraiment libertarien, quoi. Et donc, on est en 2005, et donc le prochain film de Clint Eastwood est le film, on va dire, qui aura récolté le plus de récompenses aux Oscars après Impitoyable. C'est l'un de ses films les plus connus. C'est le film $1 Million Baby. Voilà. Et c'est pas celui que je préfère, mais c'est marrant. On m'a beaucoup reproché dans mon top 10 Clint Eastwood de ne pas avoir mis $1 Million Baby. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un très bon film, mais ça veut dire que quelque part, j'ai du mal à le considérer comme ce qu'a fait mieux Clint Eastwood. Je sais, ça paraît complètement dingue, dit comme ça, parce qu'en plus il a obtenu l'Oscar du meilleur film. Meilleur réalisateur. Voilà, donc deuxième fois la consécration. Mais moi je suis désolé de dire que ça serait resté pour moi sur Mystic River, tout ça. Meilleur film et meilleur réal, pour moi c'était Mystic River. Mais après, je pense que c'est une affinité par rapport au choix de sujet, par rapport à la façon dont il l'a traité. Mais $1 Million Baby, c'est quand même un grand film, disons-le, qui va aller te tirer carrément sur la corde sensible de cette fille-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est le film le plus éprouvant, le plus dur de toute la carrière de Clint Eastwood, honnêtement ? Non. Ah, c'est pas le plus éprouvant pour toi ? Non, pour moi il viendra après, et on va en parler. Ah, d'accord, ok. Alors parce que pour les avoir un peu tous revus, franchement, moi personnellement, peut-être le plus émouvant, mais pas le plus éprouvant. Je dirais pas le plus émouvant non plus, parce que pour moi le plus émouvant ça reste Sur la route de Madison, parce que ce plan de fin sur Meryl Streep et la poignée de la porte de la voiture, Clint Eastwood sous la pluie et tout ça, moi ça vient me bouleverser mon petit cœur, mais non, $1 Million Baby, c'est éprouvant, c'est dur, parce que en fait, il y a ce rapport père-fille qui s'installe pendant tout le film, même si évidemment ce n'est pas sa fille, le personnage de Maggie Fitzgerald dans $1 Million Baby, mais en vérité c'est ça que ça raconte. $1 Million Baby, c'est la salle de boxe est comme une métaphore du foyer familial,
Et Clint Eastwood, il fait office de figure paternelle qui vient un petit peu secourir cette fille qui n'a plus de famille. Et c'est ça qui est d'autant plus déchirant, puisque, bon, on va spoiler hein, évidemment, mais à la fin, on a une scène d'euthanasie où Clint Eastwood, il tue, il donne la mort à cette fille, mais c'est comme si un père donnait la mort à sa fille, quoi. C'est vraiment un père de substitution qu'elle cherche pendant tout le film, ce personnage. Et c'est ça qui, enfin, c'est la situation, les 30 dernières minutes du film. Ouais, moi je trouve que c'est ce qu'il y a eu de plus éprouvant dans le cinéma de Clint Eastwood, hein, de voir cette fille alitée comme ça, paralysée, handicapée. Voilà, avec un membre en moins, et puis en plus rajouter à cela la famille d'Hilary Swank qui vient lui rendre visite, et c'est d'une monstruosité, puisque tu les vois, ils reviennent de Disneyland ou de Universal Studios, ils sont même pas allés voir leur fille tout de suite, et ils viennent avec un avocat pour lui faire signer un contrat de succession, tu vois, dans l'optique qu'elle décéderait et tout, et tu vois la mère qui fout le stylo dans la bouche d'Hilary Swank, tu sais, pour qu'elle signe comme ça, parce que comme elle est paralysée, elle a que la bouche qui peut fonctionner. Enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment c'est d'une noirceur absolue. Enfin, pour moi, hein, personnellement. Bah, le sujet, il est en plus, il est assez ultra casse-gueule, et je trouve que Eastwood, il le gère vraiment de manière magistrale. Moi, c'est pas mon film préféré de lui, mais très clairement, la mise en scène minimaliste, la musique minimaliste, tout est très sobre, tout est très, y a pas de démonstration comme d'habitude, mais en même temps ça vient te chercher vraiment au fond des tripes du fait de la situation que tu t'es en train de résumer, de la fin hein, justement, et c'est vrai que ça vient te chercher aux tripes, mais alors d'une force extraordinaire, et ça il arrive à te faire accepter cet état de fait, mais tu sais, comme si ça coulait de source en fait, et c'est ça le truc chez Eastwood, quoi, c'est que à ce niveau-là de sa vie, de sa carrière, il en est à arriver à te faire accepter des choses qui sont quand même à te faire accepter la glauquerie de la situation, mais totalement, c'est vraiment l'horreur, c'est trop morbide, mais en même temps ça reste émouvant, c'est ça qui est complètement paradoxal, je trouve, dans ce film. Mais c'est ça aussi la force de Clint Eastwood, parce qu'effectivement, tu as raison, il ne fait pas de démonstration, et puis on l'a vu, hein, de toute façon, à travers tout son cinéma, c'est pas un réalisateur qui va mettre en place une mise en scène très ostentatoire, il est plus dans le classicisme, voilà, il est dans quelque chose de très sobre, mais la force de Clint Eastwood, c'est qu'il arrive à dénicher des excellents scénarios, des très très bons sujets qui... C'est pas qu'il parle enfin, c'est pas que les sujets se reposent sur eux-mêmes. Enfin, tu vois que le film se repose uniquement sur le sujet, mais il arrive quand même à s'entourer d'excellents scénaristes. Et là, en l'occurrence, $1 Million Baby, c'est le scénariste, c'est Paul Haggis, donc le scénariste et réalisateur de Collision, qui avait d'ailleurs gagné l'Oscar. Hein, il était très en vogue à l'époque, hein, Paul Haggis, ouais. Hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il va le réutiliser pour son prochain film Mémoire de nos pères. Il va co-scénariser. Paul Haggis va co-scénariser le film. Donc, il arrive. Enfin, tu vois, ses choix d'histoire, de sujet sont déjà très forts et servent presque automatiquement le film, la puissance émotionnelle du film, et lui il a juste à aller chercher l'authenticité chez ses comédiens, l'authenticité dans les images, dans la mise en scène, et $1 Million Baby, ouais, c'est ça, quoi, c'est un film purement authentique. Avec très peu d'effets de style de mise en scène. Il y a juste vers la fin du film où là il va utiliser une lumière très contrastée, Clint Eastwood, où il va se filmer lui-même dans des scènes très obscures. Il va jouer énormément sur le clair-obscur pour faire ressortir en fait le dilemme qu'il a, quoi, où il est partagé entre le bien et le mal. Est-ce qu'il doit procéder à l'euthanasie de cette fille? Est-ce qu'il doit franchir ce pas-là? Il est partagé, c'est pour ça il y a d'ailleurs tout un truc avec la religion, puisqu'il va visiter un prêtre dans une église, il y a toute une opposition là-dessus. Ce film, il a été budgété à combien d'ailleurs Ce film, il a coûté $30 millions, donc bon, c'est pas un budget faramineux, et il a cartonné, enfin il a rapporté $100 millions aux États-Unis, et globalement dans le monde entier, il a rapporté $216 millions. Alors évidemment, je pense que l'effet Oscar, l'effet nomination, tous les prix qu'il a récoltés a joué énormément sur le succès populaire commercial du film. Et puis l'utilisation de la boxe. Une fois de plus, comme vecteur cinématographique
assez essentiel quand même dans le cinéma américain, mais lui il l'utilise complètement différemment. Et à l'époque il y a toute une série sur les films de boxe comme The Fighter, comme des tas de bons films qui se diffèrent complètement de Rocky, ça n'a plus rien à voir. Et là c'est exactement ça, quoi. C'est un combat contre la vie finalement sur le ring. Et donc c'est bien, c'est une autre utilisation, plus sobre. Mais d'ailleurs, plus sobre. Mais d'ailleurs, oui, c'est un film de boxe, mais il n'y a pas véritablement de patte de mise en scène dans le filmage de ces scènes de boxe. Tu vois, il y a pas, il use pas de ralenti ou de mise en scène ultra stylisée comme Scorsese dans Raging Bull. Il fait pas de plan séquence comme dans Creed, comme on a pu voir, voilà, dans Creed. Encore une fois, voilà, il filme ça simplement, efficacement, droit au but, voilà, sans chichi. Et ça marche, quoi. Et ça fonctionne. Et puis Hilary Swank, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Amplement mérité. Amplement mérité. C'est tout simplement son meilleur rôle avec Boys Don't Cry, qui était sorti en 99, où vraiment là, elle était extraordinaire. Parce que d'ailleurs, après, on l'a plus trop revu, Hilary Swank. Malheureusement, elle s'est perdue. Ouais, c'était beaucoup de second rôle, beaucoup de trucs dans des films un peu mineurs. Beaucoup c'est un peu dommage parce que c'est une très très bonne actrice, quoi. Excellente actrice. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu une carrière à la hauteur de son talent. Et puis, c'est, je crois, un deuxième, voire un troisième Oscar pour Morgan Freeman comme second rôle. Voilà. Donc voilà, 4 beaux Oscars pour $1 Million Baby et un franc succès commercial. L'année d'après, là, on va rentrer... Tout de suite après, d'ailleurs. Tout de suite après, on rentre dans un nouveau film, un film de guerre. Un film de guerre qui, à la base, devait peut-être être réalisé par Monsieur Steven Spielberg. Encore une fois, échange de projet. Et oui, parce que le film est produit par Malpasso et Amblin. Voilà. Le producteur exécutif, c'est Steven Spielberg, et ça se sent et ça se voit. C'est presque comme s'il avait, tu sais, l'ombre un peu sur Mémoire de nos pères de Steven Spielberg. On pourrait presque le considérer même comme un ersatz de Soldat Ryan. Sauf que Eastwood va accentuer Mémoire de nos pères autour d'un, plus d'un truc familial. On va avoir beaucoup de plans, de séquences en famille, dans les maisons, etc., qui va totalement détonner avec ce qu'avait fait Spielberg avec Soldat Ryan, parce que Soldat Ryan, on est H24 dans la guerre, il n'y a pas de plan, on les voit dans leur famille et tout ça. Et là, ce qui va intéresser Eastwood, c'est tout l'aspect familial, la destinée de ces jeunes. Absolument, oui. Tout ce qui va intéresser Eastwood dans Mémoire de nos pères, c'est l'après-guerre, c'est le traumatisme. Et donc, justement, c'est un film qui s'éloigne totalement de l'aspect patriotique, de l'élan patriotique que pourrait susciter ce genre de film de guerre. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est vraiment de raconter, c'est d'avoir une réflexion en fait sur la vérité, en l'opposant au mensonge d'État, en fait. La vérité qui est complètement travestie, encore une fois, par l'État, par le gouvernement, par les institutions, par l'administration. Donc encore une fois, Mémoire de nos pères, ça s'inscrit dans cette thématique très très chère à Eastwood qui critique vivement le gouvernement, l'État, l'organisation gouvernementale qui écrase l'individu, qui le manipule à ses fins, parce que c'est ça, c'est l'exploitation de l'héroïsme pour financer une campagne de guerre. C'est ça que raconte Mémoire de nos pères. Et je rebondis sur effectivement le Soldat Ryan. Effectivement, oui, on sent totalement la touche Spielberg sur le film, notamment sur la scène du débarquement. Là, c'est clairement la scène du débarquement de Soldat Ryan, c'est-à-dire filmé presque caméra à l'épaule, le chaos, la violence très graphique. Et alors, ce qu'il y a aussi de très similaire, c'est la représentation de l'ennemi qui est invisible. Il y a une invisibilité de l'ennemi quand les Américains ils débarquent sur cette montagne d'Iwo Jima. Exactement comme dans le Soldat Ryan. Exactement pareil, quand ils sont canardés par les Allemands. Voilà. Tu vois jamais, et c'est ça qui est absolument génial d'ailleurs. Voilà. Tu ne les vois jamais, ils sont comme des fantômes comme ça. C'est ça, tu vois. En fait, ils sont uniquement symbolisés par les canons de leurs fusils, par les armes, par les obus, par les canons d'obus et tout ça. Et c'est donc ça, c'est un choix de mise en scène qui est inspiré de Monsieur Steven Spielberg, et c'est pour ça qu'on pourrait se demander si c'est pas lui qui a peut-être supervisé cette séquence de débarquement, comme il avait pu le faire, Monsieur Steven Spielberg, sur La Revanche des Sith,
Oui, sur le début. Sur le début et la fin aussi, je crois. Et la fin, il a supervisé pas mal de séquences, un petit peu comme ça dans l'ombre, parce qu'il ne voulait pas, il voulait pas que ça se sache et tout ça. Mais ça s'est su quand même. Mais ça s'est su quand même, voilà. Mais mais ça n'enlève rien à la qualité de Monsieur Clint Eastwood qui réalise, un film. Oui, vraiment inattendu parce que là, il n'y a aucune glorification de l'acte héroïque. C'est plutôt montré comme un fardeau, l'héroïsme de ces soldats. Un fardeau qu'ils vont devoir porter pratiquement toute leur vie. Et donc, ça va nous amener un diptyque, forcément. C'est ça qui va être intéressant dans ce projet. C'est ça. Alors qu'à la base, c'était pas prévu comme ça. Hein. Ouais. En fait, à la base, donc, Mémoire de nos pères, c'est un livre dont Spielberg avait les droits. Et Spielberg croise Clint Eastwood à une cérémonie des Oscars, je crois que c'est un truc comme ça, et il lui dit, en gros il lui dit, bah voilà, c'est nous qui avons les droits de ce livre, t'as l'air d'être intéressé pour mettre en scène cette histoire, bon bah viens faire ça chez nous, viens faire ça chez Amblin, on fait ça ensemble, on coproduit ensemble, et voilà, et on fait un putain de film de guerre. Pas mal la proposition comme ça. Voilà, entre deux petits fours comme ça. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle les collabs. Les collabs entre grands maîtres du cinéma, quoi. Et d'ailleurs, il va bénéficier d'un budget très très conséquent. D'ailleurs, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, le plus gros budget de Clint Eastwood, dans la carrière de Clint Eastwood, c'est 90 millions de dollars. Donc c'est un énorme budget. Mais juste pour Mémoire de nos pères. Juste pour Mémoire de nos pères. Et donc c'est pendant la préparation de Mémoire de nos pères que Clint Eastwood, en fait, il est tombé sur ces fameuses lettres d'Iwo Jima, ces fameuses lettres de soldats japonais qui ont été retrouvées bien des années plus tard sur ce champ de bataille, quoi. Et donc voilà, ces lettres qui l'ont bouleversé. Et c'est là où il a voulu faire un diptyque et raconter la même histoire, mais d'un autre point de vue. Et ça, c'est assez unique dans l'histoire du cinéma. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait. En tout cas, au moment, en 2005, ça n'avait jamais été. Un projet comme ça cinématographique n'avait jamais été pensé comme ça, de raconter une guerre ou un conflit de deux points de vue différents. Donc, c'est assez unique. Ouais. C'était sacrément culotté, même, et c'était presque. Ouais. À la limite inattendu de la part d'Eastwood, et encore une fois de plus, tous les critiques, bon alors un peu moins maintenant, hein, parce qu'on est en 2005 à cette époque-là, et Eastwood il est rentré plus ou moins dans la légende, et les critiques lui courent pas, enfin ce que je veux dire c'est qu'il a maintenant la critique avec lui. Un peu comme Spielberg qui a eu la critique avec lui à partir de 93, à partir de la liste de Schindler, et qu'il n'a plus jamais lâché. Mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'était un peu inattendu parce que de montrer le point de vue japonais, le point de vue de l'ennemi, alors qu'on encensait justement, on faisait un film plus ou moins patriotique, je mets des guillemets hein, quand même, sur Mémoire de nos pères, c'était inattendu, c'était gonflé et c'était vachement bien. Oui, surtout. Carrément. Moi, j'arrive pas à. Je saurais pas dire lequel je préfère en tout cas entre Mémoire de nos pères. Moi, j'arrive pas à les départager. Les deux, justement, sont super intéressants du fait de la différence de point de vue. Et que tu peux pas dissocier l'un de l'autre en fait. Ouais, mais alors ce qui a été dommage, c'est que finalement, ces deux films ne sont pas sortis au même moment à l'époque. Oui. Ils sont sortis, je crois, à 6 mois d'intervalle. Oui. Et je pense, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant, plus malin de les sortir presque en même temps, quoi. Quasiment en même temps. Parce que finalement, il n'y a pas un ordre. T'es pas obligé de voir d'abord Mémoire de nos pères. Tu peux commencer par l'aide d'Iwo Jima et après Mémoire de nos pères. C'est un peu comme Smoking No Smoking d'Alain Resnais, dont j'avais parlé dans la vidéo sur Jean-Pierre Bacry, où tu peux voir Smoking avant, etc. Parce que c'est deux points de vue différents. Bon, après, c'est pas le même film, mais c'est les diptyques. C'est le principe des diptyques, justement. Et oui, le voir dans n'importe quel ordre, je veux dire, c'est pas. Mais oui, l'erreur, c'est de pas les avoir sortis en même temps. C'est pour ça que quand moi, je me rappelle, je suis allé voir l'aide d'Iwo Jima au cinéma, j'avais plus trop en mémoire, mémoire de nos pères, c'est le cas de le dire. Je me rappelais plus trop. Enfin, tu vois, je pouvais difficilement faire le lien. Tu vois, entre les deux points de vue, quoi. Alors que ça aurait été peut-être plus intéressant si on avait pu voir les films, je sais pas, un jour d'intervalle, 2 jours, une semaine d'intervalle, ça aurait été plus frais dans nos mémoires. Mémoire de nos pères, c'est un film qui raconte l'après-guerre, là où Lettre d'Iwo Jima, ça va raconter justement avant la bataille, avant la guerre, toute la préparation avant la guerre. Et donc Lettre d'Iwo Jima, ça sort, comme on l'a dit, 6 mois après.
Et là, il va avoir un budget beaucoup plus, plus restreint. Beaucoup plus restreint. Bah, ça se voit. Hein. C'est beaucoup filmé, tu sais, dans les cavernes, dans les machins. C'est beaucoup plus sombre. Il y a beaucoup moins de moyens. On n'est pas dans un film de guerre là. Iwo Jima, on peut pas dire que c'est le pendant. Enfin. C'est compliqué parce que c'est un diptyque, mais ça mise pas du tout sur l'aspect guerrier ou quoi que ce soit. C'est une introspection de personnage, c'est beaucoup de voix off, c'est un rythme lent comme ça, lancinant un petit peu. C'est un petit peu la ligne rouge. Oui, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un petit côté, voilà, avec cette voix off du général joué par Ken Watanabe, voilà, qui raconte un petit peu. Il y a tout ce délire là. Moi, je dirais même que c'est presque un film claustrophobique. Ah oui, à certains moments, vraiment. Hein, malgré que ça se passe sur une île. Mais c'est un film claustrophobe parce que, je sais pas, 80% du temps, on est enfermé dans des cavernes avec des soldats qui attendent la mort. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de cette scène de suicide collectif à la grenade qui est juste, mais d'une horreur absolue, quoi. Enfin, qui est d'une dureté. C'est glauquissime. Enfin, c'est un truc de dingue. La façon dont c'est mis en scène et tout, c'est hyper éprouvant, quoi. C'est vraiment. Et tout ça est renforcé par, encore une fois, un style visuel avec des couleurs très désaturées. Enfin, on est presque à la limite du noir et blanc. Hein, donc, on est vraiment dans quelque chose de très funèbre. Hein, parce que c'est ça. Hein, c'est vraiment. C'est un film sur l'attente de mourir. Voilà. Et là aussi où ça a été un petit peu inattendu de la part de Clint Eastwood, hein, qui, on le rappelle, est souvent taxé de raciste, de tous les maux de la terre, hein, j'ai envie de dire presque. C'est qu'il fasse un film du point de vue de l'ennemi, du point de vue des ennemis japonais, et qu'il en respecte les mœurs, la culture. Déjà en prenant un casting japonais, en faisant un film en langue japonaise. Il n'y a vraiment pas de. Il n'y a pas de. Voilà, exactement, en langue japonaise. Et tellement respectueux de ça que cette année, je crois c'est 2 ans plus tard, il va être récompensé par le Japon par un ordre, l'ordre de. Je sais plus ce que c'est, une récompense ultra prestigieuse par le Japon, j'ai oublié le nom exact, mais voilà, pour te dire à quel point. Clint Eastwood, il va démonter tous les clichés qu'on veut bien lui affubler, quoi, tu vois. Mais il le fait depuis un petit moment, ça, quand même, à chaque fois. Oui. C'est pour ça qu'il a plus ou moins la critique avec lui. Hein, maintenant, il est quand même archi respecté parce que les gens ont bien compris que voilà, c'est tous les clichés qu'on a voulu lui coller dans les années 70-80, c'était un peu de la connerie, quoi, disons-le. Voilà. Alors c'est un film qui ne va pas surcartonner Lady Iwo Jima. C'est logique. Mais c'est c'est un film tellement, c'est presque austère, quoi. C'est un film tellement austère. Mais bon, par contre, il va avoir des très bonnes critiques. Oui, voilà. Oui, voilà, ça va être encensé par la critique, mais évidemment, le film n'est pas la suite, mais le diptyque de l'autre film d'avant, 6 mois avant. Ça sort à 6 mois d'intervalle, c'est compliqué de se replonger dedans. Et puis, c'est pas un film très sexy, quoi. C'est un très bon film, mais c'est pas un film qui appelle à faire des entrées, quoi. Voilà. Pour moi, malgré le nom du cinéaste derrière et le nom du producteur. Et puis surtout, faire un film sur le point de vue de l'ennemi des Américains, est-ce que ça emballait beaucoup les Américains d'aller le voir en salle ? Je suis pas certain, parce que ça a fait juste 13 millions de dollars aux États-Unis. Hein. Ouais. Alors que dans le reste du monde, ça a fait 68 millions de dollars. Mais bon, entre les recettes du premier et du deuxième, on va dire que ici se retrouver, quoi. Voilà, ça n'a pas été la faillite, quoi. Donc voilà, pour ce diptyque guerrier. On enchaîne 2 ans plus tard avec un film qui s'appelle L'Échange et qu'il va tourner avec Universal. Il ne va pas tourner chez Warner. Il quitte Warner à ce moment-là, très bizarre. Enfin, il ne quitte pas Warner, parce qu'il va revenir très vite. Mais ce film est produit par Universal. Ah, alors ça, tu vois, je savais pas. L'échange, ouais. Mais pourquoi ? Et ben, je n'ai jamais compris pourquoi. D'un seul coup, tu vois le carton Universal qui s'affiche. Tu fais, bon, tiens, il n'y a pas Warner. Par contre, il y a toujours Malpazzo, évidemment, dans l'histoire. Hein, ça, c'est normal. Film, voilà, on parlait tout à l'heure de films éprouvants. Ah, ça, pour moi, c'est le film éprouvant de Clint Eastwood. Vraiment celui qui me met le plus mal à l'aise, qui me procure le plus de sueur froide, de genre je suis pas bien, et c'est vraiment pour moi, ça va au-delà du thriller, quoi. C'est un des meilleurs films, vraiment, je trouve, de Clint Eastwood, L'Échange. J'en attendais absolument rien. Avec Angelina Jolie, que j'aime bien, mais je trouve pas non plus que j'ai jamais trouvé que c'était une grande comédienne, à part dans un film quand même avec Winona Ryder. Vous me le rappellerez dans les commentaires. Botte et volée, où elle jouait quand même très très bien. Après, je trouvais que c'était un peu moyen. Et là, évidemment, sous la direction de Clint Eastwood, elle reprend son envol en tant qu'actrice.
dramatique dans ce rôle de mère qui veut absolument récupérer son enfant et qui va connaître pendant plus de 2 heures un enfer sur Terre. Et d'ailleurs, cet enfer, il illustre encore une fois, c'est fou, cette thématique de l'autorité de l'État qui vient, encore une fois, écraser l'individu, qui vient. Enfin, en fait, l'autorité qui est corrompue, quoi. Qui en fait, puisque ça raconte l'histoire de cette femme qui perd son enfant. Et on est dans les années 30, je crois. Oui, dans les années 30. Et la police voulant redorer son blason suite à plusieurs décomptes. Attends, qui perd son enfant ? L'enfant a disparu. L'enfant a disparu. L'enfant n'est pas mort. Elle recherche son enfant. Voilà, son enfant a disparu. Et donc, évidemment, elle se tourne vers la police. Et la police voulant redorer son blason suite à plusieurs déconvenus de l'époque, eh bien, décide. Enfin. De substituer en fait le véritable, en fait de faire croire à cette mère qu'ils ont retrouvé son enfant et en fait ils prennent un enfant qui lui ressemble et voilà ils lui font croire que c'est son enfant qu'ils ont retrouvé. Donc là on est dans le summum du cynisme, de l'horreur, de tout ce que tu veux, de la corruption la plus totale, la plus ignoble. Alors après se pose une question, parce que c'est vrai que quand même on va dire qu'entre le moment où elle perd son enfant et le moment où elle le retrouve potentiellement, on va dire le faux enfant, il s'écoule quoi, quelques mois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas un peu du mal à y croire à cette histoire de mère qui a des doutes, parce que c'est pas comme si, comment te dire, même au niveau, même du point de vue de la police, comment la police peut penser que cette mère va gober cette histoire. Enfin, tu vois, moi j'ai toujours eu un peu de mal. Il y a un petit problème de crédibilité. Un petit problème de crédibilité, ouais. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas un peu du mal à croire à cette histoire quand même ? Pourtant, il me semble que c'est une histoire vraie, à vérifier, mais il me semble que c'est une histoire vraie. Ça m'a pas plus gêné que ça quand j'ai vu le film. C'est peut-être en le revoyant où effectivement j'ai pu tiquer sur 2-3 trucs un peu comme toi. Mais si tu veux, l'ensemble est tellement bien mené. C'est presque kafkaïen en fait, l'échange. C'est à n'en plus finir. Enfin, tu te dis mais est-ce qu'elle va s'en sortir ? Est-ce qu'elle va y arriver ? Est-ce qu'elle va pas... il te tient ça en haleine pendant, je sais pas, le film dure plus de 2 heures. Et toujours pareil, sans être trop démonstratif dans la mise en scène. Mais c'est juste... c'est efficace, c'est simple, ça va droit au but. Mais parce qu'encore une fois, le sujet, il est déjà. Alors, le sujet est très très fort. Il est très fort déjà. Non, mais c'est ça aussi la capacité d'Eastwood, c'est de déceler des sujets qui ont des potentiels dramatiques très très forts, c'est clair. Et l'échange, ça va raconter le combat d'une femme face aux autorités qui vont même à un moment donné. La faire passer pour folle dingue, presque à vouloir l'enfermer. Alors que donc elle est complètement victime de la situation, alors qu'elle essaye de se débattre dans cette mélasse d'autorité de l'État, de trucs corrompus et tout ça. Et c'est vraiment c'est à péter un plomb ce film, vraiment. Il te met vraiment dans cet état, en fait, il te met véritablement à la place du personnage d'Angelina Jolie. Je trouve que c'est vraiment la grande force du film, c'est que tu arrives totalement à t'identifier à ça, de par la force évidemment du sujet, qui est, comme tu dis, extrêmement fort, mais voilà, ça te met vraiment à la place de cette pauvre femme, t'en peux plus, t'as envie que l'issue soit favorable. Enfin, c'est vraiment extraordinaire ce film. C'est presque comme un film de prison, mais sans la prison en fait. Sans la prison. C'est ça, c'est une femme emprisonnée dans un appareil d'État qui se referme sur elle, qui l'empêche de trouver la vérité, quoi. Et alors c'est un film qui a coûté 55 millions de dollars, donc moi je trouve que c'est un énorme budget par rapport au résultat, par rapport à ce qu'est le film, même si c'est vrai que c'est un film d'époque. Voilà, il y a quand même la reconstitution des années 30, donc faut y aller, mais qui est très bien faite. Qui est quand même très bien faite. Mais bon, 55 millions de dollars, bon, ok. Il va rapporter 77 millions aux États-Unis, donc c'est pas un gros succès, mais ça va. Et en tout, dans le monde, il va faire 113 millions de dollars. Alors avant d'enchaîner sur le film suivant, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur une petite polémique qui est intervenue en 2008 au Festival de Cannes avec Spike Lee. Est-ce que tu étais au courant de cette polémique de Spike Lee qui avait un peu accusé Clint Eastwood de pas avoir embauché des acteurs noirs dans ses films de guerre, justement, Mémoire de nos pères et Lady Iwo Jima. Alors ouais, j'étais au courant. Après, Spike Lee, à cette époque-là, c'est le spécialiste de la polémique.
C'est-à-dire qu'on est en 2008, il n'y a pas le mouvement Black Lives Matter et tout. Lui, ça fait longtemps qu'il est dans le militantisme, Spike Lee. Moi, j'adore Spike Lee, donc je vais pas lui cracher à la gueule. Mais c'est vrai que c'est spécialiste de la petite polémique. Il sortira exactement la même chose à Tarantino. À un moment donné pour Django, en disant il emploie fuck nigger, mais il y en a marre qu'il emploie le mot nigger, etc. Et donc moi personnellement, voilà, que ce soit vis-à-vis de Clint Eastwood ou vis-à-vis de Tarantino, je comprends pas là les polémiques de Spike Lee. Très honnêtement, il m'emmerde un peu à ce moment-là, vraiment. Ouais, bah c'est le moment, tu sais, où Spike Lee venait de réaliser son film de guerre, pareil, sur la Seconde Guerre mondiale, Santa Anna, voilà, sur des soldats noirs. Et donc, le film n'ayant pas du tout marché, il n'a pas eu du tout le succès escompté. Je pense qu'il avait peut-être une petite rancœur face à un Clint Eastwood qui, lui, voilà, a fait des films beaucoup plus... sort ces 2 films de guerre et qui sont beaucoup plus plébiscités que lui. Et je pense qu'il exprime une rancœur qui est peut-être un peu malvenue, qui est malvenue. Associé au côté... Parce qu'il l'avait déjà critiqué pour Bird, d'ailleurs. Voilà, et en lui reprochant en fait que Bird s'était réalisé par un blanc, comme si comme on est blanc, on peut pas s'intéresser à un jazzman noir, quoi. Donc c'est dommage. C'est tout. En fait, c'est Spike Lee qui se fait rattraper par l'idéologie de son pays, en fait. C'est un peu le problème à ce moment-là de Spike Lee, c'est-à-dire que c'est l'idéologie communautariste des États-Unis qui le rattrape, mais finalement qui n'est pas forcément en désaccord avec ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'en vérité, à l'époque, ça nous a beaucoup choqué. Maintenant, il y aurait ce genre de polémique, ça choquerait peut-être moins. Oui, c'est sûr. Vu le monde dans lequel on est. Voilà, maintenant, c'est passé crème, ce genre de polémique, si tu veux. C'est ce que moi, je déplore totalement. Moi, je la condamne maintenant, mais je la condamnais aussi en 2008. Donc moi, je suis logique. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est... Il n'y a aucun problème. Ouais. Ah ouais. Ouais, non, bah oui, parce qu'aujourd'hui on est en plein dans cette mouvance de, tu sais, où on critique la réappropriation culturelle. Complètement. Où un blanc n'a pas le droit de faire un sujet sur un noir, etc. Mais ça, voilà, une fois de plus, c'est la maladie des États-Unis. Spike Lee était en avance par rapport à ça, faut bien le dire. Malheureusement en avance. Mais c'est déplorable, c'est condamnable. Je trouve ça nul à chier de dire ça. Je trouve ça même d'une bêtise rare. Et surtout pour un réal de Spike Lee qui est quand même quelqu'un de très intelligent. Mais je trouve ça d'une ânerie sans nom. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense, si je dis pas de bêtises, il en est revenu, Spike Lee, de ça, de ses déclarations. Il s'est même, il a fait un peu son mea culpa par rapport à ça. Il n'aurait pas dû, parce que maintenant ça passerait. Oui, aujourd'hui ça passerait crème, c'est vrai. Alors, pour rester comme ça dans cet esprit, on va continuer sur le film qui sort la même année, j'ai l'impression, en 2008, avec le film Gran Torino. Et qui va parler également de racisme. Qui va parler de racisme, de réac, de tout ça. En fait, là, Gran Torino, c'est le chant du cygne du personnage à la Dirty Harry, quoi. Oui, alors, ça va lui valoir encore maintenant le surnom de le film woke de Clint Eastwood. Gran Torino, ça me fait rire quand je dis ça. Je l'ai lu dans certains commentaires, dans certains trucs. Ouais, mais Gran Torino, c'est bien, mais c'est quand même un peu le film SJW de Clint Eastwood. Alors pourquoi ça ? Parce que, oui, forcément, il va jouer, il va dénoncer, très clairement, il va dénoncer le racisme, il va parler de la communauté asiatique. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les films, on parle souvent de la communauté latino, la communauté noire, etc., afro-américaine. Et ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans Gran Torino, c'est que là, il va prendre, lui, autre chose. Une fois de plus, il va un petit peu détonner dans tout ce qui se fait, et il va prendre, lui, pour parler de racisme, il va prendre la communauté asiatique. La communauté coréenne. Coréenne, pardon, et qui effectivement est aussi victime de racisme. Même au sein même de la communauté, il y a des dissensions, il y a des désaccords, il y a des problèmes. Et Gran Torino, en vérité, ça va parler de tout ça à travers l'histoire d'une voiture, quoi. C'est assez atypique. Mais et il y a aussi après le personnage qui interprète Clint Eastwood, qui n'est pas Dirty Harry, mais est-ce qu'on peut y voir une corrélation ? On peut y voir un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, là, je pense que dans Gran Torino, on a un personnage qui est beaucoup plus, qui est foncièrement raciste. Oui. Alors que Dirty Harry, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est moins évident que ça. Ouais. Là, on a un personnage d'une rancœur absolue, d'une aigreur absolue, qui n'a pas réussi à dépasser son traumatisme de la guerre de la Corée, qui en veut encore à la terre entière, au monde entier. Il s'en
s'entend. Enfin voilà, et puis il a une condescendance vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis de ses enfants, de ses petits-enfants. D'ailleurs, voilà, ça donne lieu à des scènes assez drôles. C'est un film plutôt drôle aussi, Gran Torino. Non, mais malgré le sujet, c'est presque une comédie, j'ai envie de dire. Oui, il y a plein de phases. Et puis, on peut voir effectivement une corrélation avec le personnage de Dirty Harry à travers une scène quand il se fait un peu plus ou moins bousculer par des racailles à la sortie d'un bar et qu'il met la main dans son veston et que t'as l'impression qu'il va en sortir un flingue. Ouais. Et en fait, il pointe ses deux doigts comme ça. Et il y a une manière là de rappeler son personnage de Dirty Harry, mais qu'en gros, il est trop vieux pour le faire. Ouais. Ça m'a toujours marqué ce plan. Oui. Qui est hyper iconique pour moi parce que c'est une façon de dire les mecs, ça y est, je suis passé à autre chose, vous inquiétez pas, je vais pas sortir un flingue, je vais pas être tu vois dans cette je suis d'accord, mais alors je dirais que ce personnage de Gran Torino en fait c'est peut-être un mix entre Dirty Harry et Travis Bickle dans Taxi Driver, parce que finalement ce geste là avec les doigts, avec la main comme ça, de flinguer, ça rappelle Robert De Niro dans Taxi Driver. Et pareil, Robert De Niro qui est traumatisé de la guerre, voilà, et qui un peu la même souffrance que le personnage de Clint Eastwood dans Gran Torino. Donc finalement c'est un peu un mélange de tout ça, mais c'est ça qui va être assez fort, émouvant dans Gran Torino. C'est vraiment l'arc narratif du personnage, le parcours émotionnel du personnage qui va évoluer, qui va changer au contact de ses voisins qui sont des Coréens, évidemment. Donc le rapprochement des cultures, le rapprochement des peuples. Génial comment ça va se faire d'ailleurs. Ouais, c'est hyper touchant, c'est vraiment très très touchant. Ce qui m'a toujours fasciné dans Gran Torino, c'est qu'il le fait sans forcer. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de genre je veux t'imposer la vision, je veux t'imposer la bonne vision, ce que tu dois penser, pas bien penser, etc. Il le fait comme d'habitude, en mode Clint, en mode cool, et il va finalement te donner lui sa vision à lui, mais sans forcément faire le forcing. Et c'est ça que je trouve bien dans Gran Torino en fait. À l'inverse de ceux qui disent oui c'est le film SJW, le film woke et tout, moi je trouve pas. Je trouve pas parce qu'il est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus malin que ça justement. Ouais, c'est vrai. La fin va être extrêmement émouvante finalement. La fin, oui, on va spoiler, on spoil. On spoil. Vas-y, raconte. Donc à la fin, il meurt criblé de balles. C'est pour ça qu'il y a ce côté Taxi Driver. Un peu, alors il y a effectivement, et on peut faire, comme tu disais, le rapprochement Taxi Driver, mais c'est quand même exceptionnel. Et tu parlais d'arc narratif, je trouve ça hallucinant dans ce film que tu partes d'un espèce de vieux schnock comme lui où t'as pas d'empathie pour lui, où il te fait rire, bon effectivement parce qu'il va sortir 2-3 punchlines comme ça comme il a l'habitude de faire, mais je veux dire le personnage est quand même archi détestable, jusqu'où il va l'emmener et que t'aies une empathie folle pour lui jusqu'à la fin quoi. Enfin c'est quand même je trouve ça très très fort quoi dans Gran Torino. Ouais, et ce qu'il y a aussi de vraiment intéressant dans Gran Torino, et d'ailleurs je pense que c'est un thème qui est, j'ai l'impression, qui est cher à Eastwood, c'est la famille. C'est-à-dire que le personnage de Eastwood, il va finalement choisir ce jeune homme, ce jeune Coréen. Il va plus avoir de respect pour ce jeune garçon coréen plutôt que pour sa famille. Pour sa propre famille. Pour sa propre famille. Tout à fait. Tu vois. C'est là où il change aussi, quoi. Et j'ai l'impression que à travers son cinéma, c'est ce qu'il veut aussi raconter des fois, que la famille, c'est pas forcément quelque chose de sacré auquel il faut à tout prix, s'attacher, et qu'on peut aussi choisir sa famille autrement. Enfin voilà, c'était un peu le thème de Million Dollar Baby aussi, tu vois, où la fille finalement elle choisit Clint Eastwood comme père de substitution, comme famille de substitution. Et donc voilà, ça c'est un petit message à la Clint. Oui, mais c'est peut-être aussi, ça revient aussi au fait que Clint Eastwood il a jamais su dans sa vie privée fonder une véritable famille en fait. C'est-à-dire que effectivement, si on fait un parallèle, la vie de Clint, elle a été totalement hyper complexe, quoi. En divorçant je ne sais combien de fois, en ayant des fils à droite, à gauche, des filles machin, en étant en mauvais rapport avec certains de ses enfants. Tu sens qu'il y a un mal-être au fond de lui par rapport à ça, et c'est vrai qu'il en parle par rapport à la dislocation en fait même de la famille. Ça revient souvent dans les films de Clint, mais parce que sa vie, ça n'a pas été, la famille. Ça n'a pas été la famille sacralisée à l'inverse d'un Steven Spielberg par exemple. Ouais. Et bon, pourtant Steven Spielberg qui a eu une famille. Oui, lui-même qui a fait compliqué puisqu'il y a eu un divorce. Exactement.
Alors Gran Torino, eh ben c'est simple. C'est un carton. C'est un carton et c'est le plus gros succès, le plus gros succès. C'est le plus gros succès de Clint Eastwood en 2008 à ce moment-là, parce qu'il va rapporter 150 millions de dollars aux États-Unis et 270 millions de dollars dans le monde. Donc c'est énorme. Pour un budget de 33 millions, donc c'est un succès incroyable. C'est incroyable. Ce film à l'époque, je me souviens, c'était une tornade. Donc voilà, donc quand Clint Eastwood il joue les rôles de connard. Les gens viennent, hein, finalement. Les gens ont envie de voir ça, quoi. Bah oui. Et donc là, juste après ce succès incroyable, Clint Eastwood, il va connaître une petite chute. Il va passer par un petit creux de la vague là. Il va enchaîner, à mon sens, quelques films mineurs, je trouve, et même quelques films ratés, je dirais. Voire ratés pour certains. Voire ratés. Et alors, on va démarrer avec Invictus en 2009. Alors, c'est pas un film raté, Invictus. C'est un bon petit film, mais est-ce que c'est pas un film trop académique? C'est trop académique. Voilà. Et du coup, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas mémorable. C'est-à-dire que c'est le film, tu l'as vu, bon voilà, et pourtant, tu réunis Morgan Freeman qui joue Nelson Mandela, tu mets Matt Damon, bon, en pleine gloire à l'époque, tu as un sujet quand même fort, Nelson Mandela, le rugby, etc. Il y a tout pour faire un grand film, mais là, si tu veux, pour moi, le très bon sujet va connaître ses limites, et là, pour la première fois, on va dire à cause de la mise en scène de Clint Eastwood. C'est-à-dire que justement, là, la mise en scène dont on parle et qu'on aime beaucoup, sobre, etc., sans trop d'emphase, eh bien, pour moi, ça marque les limites justement du long métrage. C'est à cause de ça, à mon sens, que le long métrage finalement ne devient pas mémorable. Moi, j'ai toujours imaginé Invictus dans les mains, soit d'un Steven Spielberg, puisque c'est un film très humaniste. J'ai envie de dire, c'est le film le plus Spielberg. Est-ce que c'est pas le film le plus Spielbergien de c'est un des films même les plus Spielbergiens. Tu le mets dans les mains de Steven Spielberg, je dis pas que ça fait un des films les plus mémorables de Spielberg, mais à mon avis bien plus mémorable que ce qu'a fait Eastwood sur Invictus. C'est vrai. Voilà, je pense que c'est un film qui aurait mérité effectivement plus d'emphase, plus de puissance émotionnelle, plus de mise en scène entre guillemets, quoi, plus de choix esthétiques vraiment marqués. Malgré des performances absolument géniales de Morgan Freeman, de Matt Damon, la reconstitution de l'époque, les matchs de rugby. Mais même les matchs de rugby, pour avoir revu Invictus récemment, ils ne sont pas plus transcendants que ça, quoi. Et pourtant, il y en a qui ont critiqué justement les 20 dernières minutes du film, où là, Clint Eastwood se lâche en faisant des ralentis, en mettant un peu plus de style dans sa mise en scène. Mais je vois pas en quoi c'est une critique. Enfin, je vois pas en quoi c'est un mal de faire ça. Enfin, je trouve que justement, là, c'était tout. Comment te dire ? Là, c'était mérité, quoi. Enfin, à ce moment-là du film, c'est mérité que la mise en scène explose un peu, quoi, et aille vraiment dans du style, dans du ralenti et tout ça, parce que c'est mérité après presque 2 heures de film, tu vois. C'est toujours ce que je dis d'ailleurs. Il faut mériter ses effets de style, tu vois. À l'inverse d'un Zack Snyder, tu vois, par exemple, qui lui fait des effets de style dès le générique de début, tu vois. Bon, par exemple. Mais là, tu vois, là, il fallait y aller, tout ça. Bon, alors il y va, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard, limite ? C'est un peu trop tard, à mon sens. Le spectateur, il a déjà. Voilà. Mais bon, effectivement, c'est le film le film très positif, très humaniste, limite à la Frank Capra, à la Spielberg, qui va bien se terminer. Qui va célébrer les belles valeurs humaines, etc., le rapprochement entre les peuples. Ouais, mais moi je trouve pas ça gênant, ça. Ah non, pas du tout. Au contraire, ça me convient, mais c'est juste, c'est la forme qui ne va pas pour moi, quoi. Non, voilà, tout à fait, c'est vrai. Donc déjà le bide. Donc déjà un micro-bide. Beaucoup de gens en parlent quand même, mais ça fait quand même pas, c'est pas un score de dingue. Par rapport à un Gran Torino juste avant. Ah bah non, parce que là, on va passer de 150 millions de dollars à 37 millions de dollars. Pour en plus un film qui va coûter 2 fois plus cher que Gran Torino, parce qu'il coûte 60 millions de dollars. Et voilà, il va mieux marcher à l'international. Puisque finalement c'est un film United Colors of Benetton. Non mais c'est un peu ça. Donc il va rapporter 123 millions de dollars. Donc bon... Ils perdent pas d'argent, ça va, encore une fois, non, mais c'est un peu juste. Mais voilà, c'est un peu juste. Alors par contre, il y a juste une réplique dans le film, moi, que j'ai adoré, que je vais vous citer juste comme ça pour la rigolade.
C'est un des personnages qui dit « Le football est un sport de gentleman pratiqué par des voyous et le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. » C'est beau ça. C'est beau. Ça c'est pas mal. Et quelque part c'est un petit peu vrai. C'est un petit peu vrai finalement. Désolé pour les footballeux. Désolé pour les footballs râleux. Donc voilà, on est en 2009. L'année d'après... Alors là, on arrive sur un film un peu compliqué. Alors là, on s'enfonce. Non, mais là, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le creux de la vague, on s'enfonce dans la vague, on se noie. On se noie. On va se noyer. Hein. On y va là. Allez hop, 2010, Au-delà. Au-delà. Toujours avec Matt Damon, mais avec aussi un casting français. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame Alors, absolu. Donc en fait, non, Au-delà, c'est con parce que franchement, c'est un film. Non mais, moi, je suis désolé, parce qu'en fait, c'est un film à histoire. Et pour moi, il y a des histoires qui sont vachement bien dans ce film. Non mais honnêtement, moi, ça me plaît, moi, tout ça. Il y a des séquences. Il y a des séquences, des scènes. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes intentions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des histoires d'au-delà, de fantômes, de vie, de réflexion, de vie avec la mort après la vie. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'il y a dans ce film. Mais alors... il n'arrive pas à donner une logique à tout ce qu'il raconte. Il n'arrive pas à rendre crédible, évidemment, tout ce qui se passe en France. Très difficile. Surtout avec les acteurs. Non, mais les acteurs, qu'est-ce que ça joue mal. Ah non, là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est avec Cécile de France, Cécile de France. Ah, ça joue très pourtant qui est pas une mauvaise comédienne. Non, qui est pas une... Ouais, mais alors là... Mais là, ça va pas. Mais de toute façon, j'ai l'impression que quand c'est des réalisateurs américains qui dirigent des Français, c'est une catastrophe. C'est une cata, et on voit quasiment à la même époque Inglourious Bastard avec Quentin Tarantino. Ah ouais, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand il dirige des acteurs ricains et Christophe Waltz, qui n'est pas américain, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème. Dès que ça commence à diriger les acteurs français, c'est une cata, quoi. Ouais, c'est clair. Jean Reno dans Godzilla. Tu vois. Oui, non, ça va plus. C'est bon, Jean Reno en même temps. Dans n'importe quel film. C'est compliqué. Mais donc, ouais, au-delà, alors, ça a été vendu un petit peu comme le sixième sens de Clint Eastwood. Non, mais ça voulait un peu s'inscrire dans ce genre de film fantastique, de dimension mystique, etc. Mais, comme tu dis, c'est pas bien tenu. Il n'y a rien qui marche, quoi. C'est ça le problème. C'est trois histoires. Il y a peut-être, moi, la première histoire qui me convient bien, que j'avais bien aimé. Celle avec Matt Damon et Jessica Chastain. Ouais. Je crois. Ouais. Celle-là, j'avais bien kiffé quand même. Ouais. Et puis après, ça se perd complètement. Il n'y arrive plus, quoi. Et c'est une espèce de Glooby-Boulga mystique. Et pourtant, je pense que là, il fait ce film-là, c'est pas anodin. Il a 80 ans. Je pense que, évidemment, la question de la mort le taraude de plus en plus, c'est obligé. Il se pose des questions, il se dit jusqu'à quand je vais vivre, jusqu'à quand comme ça là je vais durer. Bon, il durera 10 ans en plus, tant mieux. Il va savoir, il va savoir, voilà. C'est un Terminator. C'est un Terminator. Mais et je pense que là, il y a vraiment une volonté, et c'est pas pour rien qu'il fait ce film-là, quoi. À ce moment-là de sa vie, tu vois, il l'a pas fait quand il avait 40 ans, quoi. Mais il n'y arrive pas avec ce sujet. Comme s'il y avait peut-être une non-acceptation de la mort, finalement, ne pas réussir ce sujet sur la mort, qui était pourtant, qui lui peut-être... De ne pas faire quelque chose de définitif. Oui, voilà, de définitif, voilà. L'œuvre ultime sur la mort, où il avait l'âge justement pour le faire. Ou peut-être c'est justement tellement cette peur de passer dans l'au-delà qu'il va peut-être rater son film, quoi. Non, mais en tout cas, je pense qu'il y a une question autour de ça, en fait, peut-être, par rapport, lui, à sa vie personnelle. Alors c'est un film qui va coûter assez cher, hein, 50 millions de dollars, enfin on va dire le même budget que Invictus pratiquement, qui ne va pas marcher véritablement. Il va rapporter 32 millions de dollars, 105 millions de dollars dans le monde entier. Bon voilà, c'est pas un film mémorable. Donc c'est un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pire film de Clint Eastwood ? Oh, le pire film. Ah non, le pire film il va arriver après. Ouh là 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 là. Oui, alors après, attends, je rebondis là-dessus. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand les metteurs en scène font un film par an, c'est compliqué, quoi. Et ils te sortent des fois 2 films dans la même année, un film après, un film en 2011, un film en 2012, etc. Je pense qu'on peut pas non plus être tout le temps bon. En sortant un film par an, il y en a, bon, ok, qui vont y arriver, mais même Woody Allen n'y arrive pas tout le temps. Pourtant, lui, il sort des fois quand même un film par an. Ah, il sort un film par an. Un film par an, mais c'est pas tout le temps bien. Hein. Je veux dire, c'est pas tout le temps très inspiré, quoi. Faut voir ça aussi, quoi. Moi, je pense qu'il faut se reposer des fois, il faut prendre du temps pour penser, pour maturer, pour avoir un sujet à maturation, voilà. Oui, mais lui, Clint, il prend pas le temps, il est prolifique. Il s'en bat les couilles de tes conseils. Il s'en bat les couilles et l'année d'après, il revient à la charge avec J. Edgar Hoover. Voilà. Alors, J. Edgar, un portrait sur le patron du FBI. Sur le patron du FBI. Alors, sujet pour moi ultra intéressant. Qui n'est pas. Alors pour moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, pour moi, c'est pas le pire. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire film. Maintenant, il n'est pas. Je veux dire, il peut être mémorable par la prestation de DiCaprio, qui est quand même bien, malgré un maquillage
Ouais. Pas ouf des fois. C'est-à-dire que tu te dis, t'as envie de jouer le vieux, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose de très forcé dans le fait de jouer le vieux. Enfin, il y a quelque chose de vie, très... Bah, moi, j'y ai vu un DiCaprio noyé sous le maquillage, en fait. Enfin, la performance est noyée sous le maquillage. Et est-ce qu'il cabotinait pas un petit peu des fois? Il est pas très loin, je trouve, du cabotinage quand même, DiCaprio. Il est pas mauvais, hein, au contraire, mais des fois c'est limite, ouais, je suis d'accord. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Et est-ce que c'est pas... Enfin, quelle était l'intention de Clint Eastwood avec ce film Moi, je pense que c'était... Moi, je sais pas. Moi, c'est une de mes interprétations, mais c'est au-delà du fait de parler d'un système politique et tout, ok, d'accord, mais peut-être évoquer pour la première fois de sa carrière l'homosexualité et d'en parler de plein fouet, quoi. Ouais. Allez hop, maintenant, on va en parler, on retrousse nos manches et ça y est, c'est parti. Je vais vous dire, moi, ce que je pense de ça et tout. Et c'est super intéressant, d'ailleurs, ce qu'il raconte dans J. Edgar, mais il y a quelque chose de peut-être de trop fourre-tout en fait dans J. Edgar. J'ai l'impression qu'il veut parler de plein de choses en même temps et qu'il a du mal à s'y retrouver. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est un film. Comment te dire? Bon, c'est un film très austère qui est plongé dans une obscurité quasi permanente. Hein. Toutes les séquences sont plongées dans on dirait presque la lumière du parrain. Il y a quelque chose, voilà, de très funèbre. Dans la représentation de la vie de cet homme. Alors c'est voulu, hein, évidemment, mais on a un personnage qui n'est pas du tout sympathique, quelqu'un qui est, comment te dire, plein de névroses. Le personnage de Hoover, finalement, il le dépeint comme quelqu'un, voilà, qui est plein de névroses, plein de ressentiments, très torturé, de par le fait qu'il ne veut pas s'avouer être homosexuel. Ah oui, et ça d'ailleurs il le traite quand même pas mal, je trouve. Oui, ça c'est un passage très bien traité. Ce qui a déplu énormément à la descendance de Hoover, hein, évidemment. Ouais. Ils ont pas aimé ce truc-là, mais en même temps, ça je trouve que c'est peut-être une des grosses qualités du film, c'est de te montrer le fait de ne pas arriver à accepter ça, faire son coming out, etc. Il n'y arrive pas, et alors ça... Je trouve que c'est extrêmement bien joué par DiCaprio. C'est vrai. Ça s'attarde beaucoup sur la psychologie de ce personnage, voilà, très torturé, et qui, du coup, ça va découler sur un fonctionnement psychologique très paranoïaque, qui vit dans la peur et qui va vouloir justement instaurer cette peur et cette paranoïa dans le pays, quoi. Puisque finalement il va avoir un sacré pouvoir, ce personnage de J. Edgar Hoover, parce qu'il va mettre sur écoute à peu près tout le monde. Il va avoir des fiches et des secrets sur tout le monde, et c'est ça que ça va raconter. Ça va raconter l'histoire d'un homme qui, parce que il n'a pas voulu avouer ses secrets, va vouloir collecter le secret de tout le monde et faire régner un climat un peu de parano, de psychose permanente dans le pays, quoi, tu vois, à travers évidemment le macartisme et tout ça. Le macartisme et tout, c'est hyper intéressant, mais il y a trop de choses, je trouve, dans ce film, en fait. C'est un film, voilà, encore une fois, voilà, ce que je dis, c'est que c'est esthétiquement, c'est un film, voilà, comme je disais, très austère. Il n'y a pas vraiment d'émotion, et en plus avec comme personnage central quelqu'un pour qui on a du mal à avoir de l'empathie. En fait, Clint Eastwood, il essaye de nous faire avoir de l'empathie sur un personnage détestable, mais en nous montrant aussi un peu la souffrance de ce personnage en nous montrant un personnage refoulé. Sexuellement refoulé, en fait, mais sauf qu'il y a un truc qui marche pas. Enfin, moi j'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour ce connard, en fait. C'est dur. Ouais, c'était casse-gueule, c'était difficile, mais il a fait ce qu'il a pu sur ce sujet, c'est pas évident. Est-ce que le film va marcher? Parce qu'il va être nominé quand même, DiCaprio, en tant que meilleur acteur. Mais bon, j'ai envie de dire tout ça parce qu'il est maquillé, tout ça parce qu'il joue le rôle d'un personnage qui a vraiment existé, une figure un peu mythique de l'histoire américaine. J'ai envie de dire, les nominations aux Oscars, elles sont presque automatiques à ce niveau-là, quoi. Mais oui, je crois qu'il a été nominé. C'est un film qui a pas trop marché. Pourtant, voilà, il y a DiCaprio, Clint Eastwood, un film sur une figure hyper connue de l'histoire américaine. Non, ça n'a pas marché. Il va rapporter 37 millions de dollars pour un budget quasiment équivalent, hein. Et dans le monde, il va faire 85 millions de dollars. Donc on va dire que c'est presque un bide, hein, pour Eastwood, ce film. Un bide. Et donc voilà, on est en 2011. Il va mettre
il va mettre 3 ans avant de revenir. Donc tu vois, là tu disais il faut qu'il prenne le temps. Et il a pris le temps. Là il a pris le temps pour revenir. Pour faire Jersey Boys. Pour faire Jersey Boys. Mais avant de faire Jersey Boys, il va faire un petit détour en tant qu'acteur, alors qu'il avait dit que après Gran Torino c'était terminé, il ne jouerait plus dans un film. Et que d'ailleurs, finalement, Gran Torino symboliquement tuait son personnage d'acteur façon. Voilà, ouais. Il se mettait à mort. À la fin de Gran Torino de façon un peu symbolique pour dire voilà, c'en est terminé de moi à l'écran. Eh ben, il ne tient pas ses paroles et il revient dans. Faut toujours se méfier de ce genre de déclaration parce qu'ils tiennent jamais leurs paroles. Voilà. C'est mon dernier film. Voilà. Je ferai que. Je ferme ma chaîne YouTube. Alors que en fait, reviens. J'arrête les vidéos sur YouTube alors qu'en vérité, 3 mois après, je reviens. Tu vois. Faut se méfier de tout ça. Ça c'est Pipo et compagnie à chaque fois. Quoi. Mais alors donc il va faire donc un petit détour en tant qu'acteur dans le film qui s'appelle Une Nouvelle Chance que je n'ai pas vu. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu avec Amy Adams. Voilà, mais à ce qui paraît, c'est complètement dingue. C'est pas. Non, alors je me rappelle plus. Ouais, ça m'a pas. Oh là là, je me souviens même plus du film tellement c'était pas mémorable. C'était pas horrible, mais c'était. Oh là là, je sais plus ce que ça racontait, Une Nouvelle Chance. C'est un truc sur le baseball. Le baseball, l'histoire d'une relation houleuse un peu entre un père et une fille, un père et sa fille ou je sais pas quoi. Je me rappelle même plus. Tu sais quoi, on va passer parce que je sais plus. Ouais, pour un film très anecdotique. Un film très anecdotique. En tout cas, à la même époque, je sais pas si tu le savais, mais il devait réaliser le remake de Star is Born. Non. Avec DiCaprio, justement, et Beyoncé. Ah bah alors non, alors comme quoi en fait ce projet était toujours dans les tiroirs de la Warner puisque Bradley Cooper va le faire après bien plus tard. Mais d'ailleurs c'est drôle puisque Bradley Cooper va le faire après avoir tourné pour Clint Eastwood qui devait réaliser Star is Born. Tout est lié, je suis sûr qu'il y a un lien là-dedans, je sais pas comment. Oui. Va savoir, mais d'ailleurs attends, si, je crois que Clint Eastwood il est producteur du film de Bradley Cooper de Star is Born. Ouais, à vérifier mais je crois. À vérifier mais je crois que j'ai raison à 98%. Et en tout cas, ça s'est pas fait parce que Beyoncé était enceinte à ce moment-là. Il y a eu un problème d'agenda, de planning, ça s'est pas fait, annulé. Et il revient en 2014 avec le film Jersey Boys. Et alors ça, c'est un film encore une fois assez inattendu de la part de Clint Eastwood parce que là, il va faire Les Affranchis en comédie musicale. Voilà. Non, mais ça peut se résumer à ça, Jersey Boys. C'est Les Affranchis en limite en comédie musicale. Bon, peut-être sans le sans l'aspect mise en scène hyper inspiré de Scorsese quand même. Par rapport aux Avengers, je vois ce que tu veux dire dans la représentation. Il y a des séquences dans Jersey Boys où c'est clairement du Scorsese puisque tu as des personnages qui à un moment donné s'adressent à la caméra directement comme dans Les Affranchis, comme dans Casino. Plusieurs personnages qui en plein milieu des scènes comme ça font des regards caméra, se tournent vers la caméra et racontent un petit peu l'histoire qu'ils sont en train de vivre, leurs sentiments, leurs émotions, leur parcours, etc. Donc un petit peu comme dans Les Affranchis. Donc, et puis en plus, ça se passe dans le milieu de la culture italo-américaine, avec tout le folklore de langage qui va avec, des personnages hauts en couleur, qui sont à la fois musiciens et à la fois des petits voyous en lien avec la mafia. Et on retrouve vraiment, avec cette bande d'amis, cet esprit de la camaraderie très scorsésien. Cette histoire, ça raconte le parcours de ce groupe de musique, ce groupe de rock des fins des années 50, début des années 60, The Four Seasons, qui sont à l'origine de chansons ultra connues, comme par exemple Can't Get My Eyes Off of You, tu vois, chanson qu'on entend. C'était eux, ça. C'était eux, tu sais, la chanson qu'on entend dans Voyage au bout de l'enfer. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Superbe chanson, et puis même plein d'autres musiques très, des standards des années 50-60, du rock de cette époque, quand tu les entends dans le film, tu fais ah oui d'accord, je me rappelle. Et donc c'est un film, comment te dire, donc c'est un biopic un biopic musical avec des acteurs inconnus au bataillon. Tous on les connaît pas. Franchement, pratiquement inconnus au bataillon. Et je pensais pas aimer ce film, mais finalement j'ai plutôt bien apprécié. Ouais. Je l'ai vu d'ailleurs, je l'avais jamais vu. C'était l'un des seuls films de Clint Eastwood que j'avais pas vu avant de faire cette rétrospective, donc je l'ai vu pour l'occasion. Et c'est un film rafraîchissant. Même si oui, il n'a pas été aimé par le public quand même. Ça n'a pas pris, ça n'a pas été un succès commercial populaire, ça c'est clair.
Mais voilà, c'est un film qui va raconter l'ascension. Alors là, pour le coup, ça va être un petit peu plus classique dans la structure du biopic musical, puisque ça va nous raconter vraiment l'ascension d'une bande de copains qui partent de nulle part et qui vont connaître la gloire, et ensuite la chute. Il va y avoir des dissensions au sein du groupe, il va y avoir vraiment des gros conflits au sein de ce groupe. Enfin, j'ai envie de dire, dans chaque biopic musical, quand on raconte l'histoire d'un groupe de musique, j'ai l'impression qu'il y a toujours des conflits. À part chez les Rolling Stones, j'ai l'impression. C'est ce qui est intéressant, quoi. C'est quand tu veux faire des biopics, faut qu'il y ait ce genre de drame à un moment donné. Ça donne. Ça donne de la bonne dramaturgie, quoi. Exactement. En général. Mais donc et je trouve qu'il va réussir à raconter quelque chose d'assez touchant. Moi déjà, je suis assez fan des musiques de l'époque. Ça me touche particulièrement, voilà, ce genre de chansons et tout. Je suis très nostalgique de ces musiques-là. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, il va vouloir faire du Scorsese en faisant des plans séquences, en travelling sur des personnages qui brisent le 4e mur pour s'adresser directement aux spectateurs, en nous plongeant dans les ambiances feutrées des petits restaurants et en nous montrant l'adrénaline de la réussite avec une certaine frénésie visuelle, en plus en utilisant un peu ces musiques rock des années 50-60. Et voilà, et les personnages, il arrive à construire des personnages très attachants, en fait. Très très attachants. Et voilà, c'est un film mineur, oui, dans la filmographie de Clint Eastwood, mais vraiment pas déplaisant à regarder, surtout si vous aimez la musique de cette époque et le contexte historique. Et d'ailleurs, juste pour faire le petit parallèle avec Scorsese, en voyant ce film, en fait, ça m'a fait penser un petit peu au projet que Scorsese a toujours voulu faire sur Frank Sinatra, puisque finalement c'est un peu la même époque, tu vois, c'est-à-dire de faire un film musical tout en mélangeant un peu la mafia, parce que c'est ce qu'aurait été le film de Scorsese sur Frank Sinatra, puisqu'il a fréquenté énormément la mafia. Et finalement, est-ce que Jersey Boys, c'est pas le projet que Scorsese aurait dû faire, tu vois, et que finalement il ne va pas faire. Ça n'a pas été revendiqué comme tel, mais ça aurait pu être ça, quoi. Ça aurait pu être ça. Et donc, il va faire un bid un peu, ce film. Il va rapporter environ 50 millions de dollars pour 40 millions de dollars de budget. Voilà, c'est pas un film qui va trouver son public. Donc ça fait quand même pas mal de films où là Clint Eastwood il enchaîne pas les bids, mais il n'a plus cette gloire du début des années 2000 avec les Mystic River, Million $, Baby, Grand Torino, l'échange et tout ça. Il n'a plus la faveur du public ni même de la critique. Ouais, il passe mal le cap des années 2010 alors qu'il avait bien entamé les années 2000. Ouais. Là, il a du mal. Par contre, il va revenir en force. Avec un film qui va être un de ses plus gros succès, donc American Sniper, mais qui bizarrement, paradoxalement, va être quand même assez critiqué. Ouais. Notamment, surtout par la fin, par soi-disant ce qu'a voulu dire Clint Eastwood. American Sniper, c'est un film avec Bradley Cooper et qui va être critiqué parce que ça va raconter quelque part la guerre en Irak. Et on a l'impression avec ce film que Clint Eastwood est pro-guerre en Irak, qu'il encense les soldats américains, alors que ça va faire partie, American Sniper, pour moi, du début d'une trilogie. En gros, ça va être même voire une quadrilogie. En fait, il va y avoir American Sniper, il va y avoir 15h17 pour Paris, et il va y avoir le cas Richard Jewell. Donc, et Sully. Et Sully, ouais. Donc ça fait 4 films. Et 4 films où en fait, il va raconter l'incompréhension des héros tels que lui conçoit l'héroïsme, en opposition évidemment avec les institutions américaines et aussi avec peut-être aussi une partie de la population et une certaine façon de penser, peut-être un peu de gauche aussi également aux États-Unis, enfin démocrate plus. Ouais. Voilà, et ça va être le début de ça, American Sniper. Donc quelque part des cartons, effectivement, à chaque fois, mais peut-être aussi un peu une incompréhension, j'ai l'impression, par rapport à une certaine partie de la population américaine. Oui, c'est possible. Enfin, ouais, mais pourtant, American Sniper, il a cartonné. Hein. Oui, alors parce que quelque part, il vient glorifier quand même les soldats américains. Ça, c'est une évidence. Alors, enfin, je veux dire, il est fier de ça. Mais en même temps, il remet aussi le contexte de la guerre en Irak qui fait beaucoup de mal, en fait.
à ces soldats qui vont faire la guerre, et il va en montrer le traumatisme. C'est ça, c'est que donc il glorifie pas forcément les soldats américains par les actes de bravoure, mais il les glorifie par leur dévouement, par presque le sens du sacrifice qu'ils font, et qui entraîne un traumatisme en fait. Exactement. C'est en ça qu'il y a ce sens du sacrifice et du dévouement, et c'est ça qu'il veut mettre en avant et en lumière, plus que l'acte héroïque en tant que tel. Ouais, mais alors, je suis d'accord, mais c'est ça qui va être mal compris. C'est-à-dire que les gens vont comprendre l'inverse. Et les gens vont lui dire ouais, attends, c'est un film de réac, c'est un film pro-guerre en Irak, parce qu'à la fin t'as des drapeaux américains. Mais en même temps, t'as le droit aussi de dire que tu peux, comme tu dis, saluer ces soldats pour leur sacrifice, pour leur dévouement, et être fier de dire bah ouais, ces gens-là sont américains. Il y a rien de dingue là-dedans. Enfin, je veux dire, même en France, ça s'est beaucoup offusqué, c'est beaucoup monté au créneau. Oh là là, mon Dieu. Alors que Clint Eastwood s'était opposé à la guerre en Irak. Et pourtant, il est républicain. Il est toujours républicain. Hein, oui, mais comme on a dit depuis le début, il est républicain par tradition plus que par conviction. Des présidents qui se sont succédés ces dernières années, quoi. Ouais, vas-y. Et en résulte également American Sniper. Pourquoi ça a plu aussi quand même, malgré cette polémique, ça a plu parce que c'est un véritable film de guerre, quoi. Oui, et puis avec des scènes extrêmement bien réalisées, non mais d'une tension incroyable. Enfin, c'est-à-dire que là où, encore une fois, malgré, justement, l'économie de moyens dont fait preuve Clint Eastwood généralement dans ses films, là va être totalement au service de la tension. Parce qu'il va pas, effectivement, il va pas jouer sur la musique, il va pas jouer sur des effets de style particuliers, mais juste en filmant simplement, en laissant des silences. Tu sais, c'est rien que la scène du début, tu vois, où tu as les soldats qui sont postés au-dessus d'un immeuble, et puis ils attendent un coin de rue avec un enfant, une mère et tout ça. Est-ce qu'elle a notamment la scène du début et tout. Voilà, avec une kamikaze qui va se faire péter. Quand est-ce que, enfin voilà, on joue sur la tension et tout ça. Là, franchement, c'est une maîtrise totale du sujet, une maîtrise totale de sa mise en scène pour faire ressortir toute la tension dramatique de ce genre de scène, quoi. Là, c'est incroyable. Et puis, il est servi par un Bradley Cooper qui est totalement presque métamorphosé dans ce soldat, complètement traumatisé. Tu sais, avec cette scène incroyable où il est chez lui, dans son salon, assis sur son canapé en train de regarder la télé qui est éteinte, et lui, en fait, dans sa tête, il entend les hélicoptères, il entend la guerre, et puis on a l'impression... En fait, tu sais, t'as la caméra qui est sur lui, on ne voit pas ce qu'il regarde, on croit qu'il regarde la télé en fait, et on entend la guerre, et en fait la caméra panote, tourne comme ça, et on découvre qu'il n'y a rien du tout à la télé, que tout est dans sa tête, et qu'en fait ça le poursuit, ça le traumatise, et voilà. Et c'est ça que ça veut dire aussi. Donc voilà, on voit bien que Eastwood, il n'est pas en mode... il n'est pas dans un film où il faut faire l'éloge de la guerre. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. On n'est pas du tout dans ce truc-là. C'est là où les polémiques de l'époque, pour moi, elles étaient un peu stériles, quoi. Mais elles voulaient un peu rien dire. C'est pas du tout ce que le film voulait raconter, mais bon. En tout cas, c'est un gros carton. C'est simple, c'est le plus gros succès commercial de Clint Eastwood, avec un box-office de 350 millions de dollars juste aux États-Unis et 547 millions de dollars dans le monde. Donc c'est carrément des scores de blockbuster de films de super-héros, carrément, American Sniper. Donc là, on n'est pas loin du... pas loin du milliard. Là, on est à 500, on est à un demi-milliard. Mais je veux dire, pour un film comme ça, je veux dire, il y a certains films de super-héros qui ont même jamais atteint ce genre de score, quoi. Donc là, on est vraiment, je sais plus, mais en 2014, il fait partie des 5 films qui ont eu le plus de succès au cinéma, American Sniper. Donc c'est un gros carton. Et donc 2 ans plus tard, il poursuit dans cette quadrilogie, on va dire héroïque. Il y a eu la trilogie du dollar, lui il fait la trilogie du héros américain. Il a la trilogie un peu capraienne presque, tu sais, du héros malgré lui, du héros qu'on ne croit pas, du héros ordinaire en fait. Du héros ordinaire, du mec sur le côté qu'on ne veut pas entendre. Et ça va être ça avec Sully, Tom Hanks qui joue donc ce pilote d'avion qui a sauvé je sais plus combien de passagers dans 250 dans cet avion qui a atterri
sur la Hudson River et qu'on veut absolument disqualifier. Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire. Non mais alors encore une fois, Incroyable. c'est à nouveau un film qui montre l'individu écrasé par l'administration, les institutions, qui refuse une institution quelque part presque corrompue parce que ils veulent c'est pour une question d'assurance, tu vois. C'est pour des questions d'assurance, d'argent. Ils ne veulent pas reconnaître leur erreur, en fait. Ils ne veulent pas reconnaître la défaillance technique et ils veulent plutôt mettre en avant la défaillance humaine. Et la mauvaise décision de ce pilote de ne pas avoir fait demi-tour et de ne pas avoir atterri sur l'aéroport et d'avoir plutôt choisi d'amérir sur le Hudson River et d'avoir détruit un avion. Donc là, ce qui va intéresser encore plus Eastwood, un peu comme American Sniper, un peu comme les autres films, c'est l'homme seul contre tous, l'homme seul contre l'État, seul contre l'administration, qui se retrouve totalement isolé. Et évidemment, il va le mettre très très bien en scène, tout ça, Clint, toujours avec beaucoup de sobriété, ça c'est vrai, mais très prenant lors des phases, pas de procès, mais d'interrogatoire, qui vont se répéter, et tout ça évolue. Et c'est extrêmement prenant, quoi, parce que tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Attends, ils peuvent pas reconnaître que le mec sans lui c'était terminé, quoi. C'est incroyable quand même. Bah non, mais encore une fois, c'est la démonstration de la corruption des institutions, des administrations, du groupe en fait, face au héros solitaire, quoi. Le héros solitaire à qui on met des bâtons dans les roues. Et non, mais c'est drôle parce que finalement Clint Eastwood, il est né de cette idée-là, quoi, du héros solitaire à travers les films de Sergio Leone. C'est quelque chose qui lui colle à la peau, quoi, cette image-là de héros solitaire face au groupe, quoi. Et donc, Sully, c'est la démonstration de ça. Et donc, tout ça enrobé à travers aussi des scènes de reconstitution du crash, enfin de l'amérissage de l'avion, qui sont totalement mais bluffantes. De réalisme, d'authenticité. Là, il y a une immersion incroyable. Enfin, moi qui suis absolument fan de tout ce qui touche, de tous les films qui mettent en scène des avions et tout. Là, j'en ai eu pour mon argent tellement j'étais plongé. D'ailleurs, le film, je l'ai vu en IMAX à l'époque. J'étais plongé, mais totalement à l'intérieur de cette carlingue, à travers le sound design, tu sais, tout le son ambiant de l'avion. Il n'y a pas de musique. C'est ultra prenant, c'est extrêmement bien fait. En plus, Clint Eastwood, il joue, tu sais, au début du film sur des images un peu traumatisantes post 11 septembre, tu sais, avec l'avion qui se crache en plein New York, tu vois, puisque c'est aussi ça qui le hante énormément, le personnage de Tom Hanks. C'est s'il n'avait pas pris cette bonne décision, qu'est-ce que ça aurait amené, quoi? Qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné un avion qui se crache en plein New York. Et donc il y a le souvenir traumatisant du 11 septembre. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Et donc c'est là où c'est assez fort, Sully, c'est qu'il joue sur cette image traumatisante pour appuyer aussi son propos, quoi, et de rendre son personnage comme une figure héroïque encore plus importante, quoi. Le mec nous a sauvés d'un 11 septembre bis, quoi. C'est ça qu'il veut dire aussi à travers cette scène d'introduction. Donc Sully, moi j'aime beaucoup ce film. Je l'ai plus aimé à la revoyure. Ouais. Au début, je l'avais moyennement aimé, je me disais ouais bon machin, et puis après le revoyant, je me disais c'est vachement bien, quoi. Bah oui, d'ailleurs on avait fait la critique sur notre chaîne, ouais. On n'était pas d'accord et moi moyen, ça m'avait un peu barbé et j'avais pas été très sensible. Et puis après je l'ai revu et j'ai adoré. Il a rapporté 125 millions de dollars, 240 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 60 millions, donc encore une fois, c'est un succès de la part de Clint Eastwood. Et malheureusement, 2 ans plus tard, il continue dans cette lignée de raconter les héros américains. Et cette fois-ci, il va s'atteler à un film qui s'appelle donc 15h17 pour Paris et qui nous raconte l'exploit des GI américains qui ont empêché un attentat à bord du Thalys, le fameux 15h17 pour Paris. Et là,
patatras, c'est la cata, c'est la catastrophe. Enfin, alors, moi, ça dépend. Critique mémorable sur notre chaîne d'avant. Les cousins font leur cinéma, vous pouvez aller la voir. Où on fait que s'engueuler. Où en fait, on n'est absolument pas d'accord. David n'ayant pas aimé et moi essayant à tout prix de défendre le film. Si je me souviens de ça. On va pas refaire le match. Donc on va pas refaire le match. Maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je tiens à dire un truc, c'est que je n'ai pas revu le film. Donc je peux pas. Ça se trouve, je le reverrai maintenant. Je trouverais ça complètement nul et tout ça, machin. Maintenant, je l'ai vu qu'une fois. Et dans mes souvenirs, en fait, moi, ce qui m'avait plu, si tu veux, c'est que justement, c'est ce contraste totalement incroyable entre justement un quotidien où il se passe rien, parce que c'est exactement ça, hein. On boit des binous, on va dans des boîtes, etc., etc. Et c'est justement ça que j'avais trouvé intéressant. En fait, cette séparation comme ça du quotidien, où en fait, dans ta vie, il se passe jamais rien de dingue, et d'un seul coup, tu vas devenir un héros. En quoi? En 35 secondes, ou je sais plus en combien de temps ça se fait, très rapidement. Et moi, c'est ce qui m'avait plu, en fait, de revoir ce truc-là. Mais je peux concevoir que... j'ai envie de dire, sur le papier, je trouve que l'idée est chambée. Sur le papier. Et c'est là-dessus qu'il va jouer en fait. Ouais, mais là où il fait une erreur, à mon avis, Clint Eastwood, c'est d'avoir embauché les 3 véritables héros je suis d'accord. Maintenant avec le recul, de cet attentat, quoi, de cet attentat raté. Il aurait dû prendre des comédiens, des acteurs, parce qu'on sent bien que c'est pas des comédiens. Alors ok, dans un souci de réalisme, d'authenticité, qu'en vérité. L'œuvre de Clint Eastwood, c'est ce qu'il a toujours poursuivi, hein, cette recherche absolue de vérité, d'authenticité. Mais là t'as envie de dire, ouais, mais mec, t'es au cinéma, tu fais pas un documentaire là. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est la première fois que ça se voit au ciné, ça. Je veux dire, faire un film, pas de fiction, mais presque, en prenant quand même. On peut lui reconnaître ça, quoi. C'est extraordinaire, quand même, ce truc, ce concept, quoi. Ouais. D'avoir pris les gens qui ont sauvé véritablement, les prendre en tant qu'acteurs, quoi. En tant qu'acteur. Enfin, si on peut appeler ça acteur. Non, c'est pas des acteurs. Non, mais par contre, la scène de sauvetage du Thalys, elle est juste extraordinaire. Oui. Voilà. Et une fois de plus, c'est une manière de raconter, une manière pour Eastwood de raconter l'héroïsme, de raconter le traumatisme de l'époque, qui est le terrorisme islamiste. Donc ça, c'était quand même aussi une des volontés de Clint Eastwood, quoi. On va pas se le cacher. Je veux dire, c'est pas juste montrer des héros lambda. Non, mais si tu veux, de s'accaparer de ce fait-là. Qu'aurait pu faire, mais attends, ça aurait pu faire un drame, mais genre type Bataclan, quoi. Oui, voilà. mais justement, moi je trouve qu'il le développe pas, ça. Il ne développe pas ce thème de la menace islamiste. C'est juste le contexte. Oui, c'est juste le contexte. Pour amener des gens ordinaires à accomplir un acte héroïque, mais finalement, il ne développe pas tellement ce thème-là. Ça aurait pu être un terroriste islamiste, comme ça aurait pu être un terroriste de l'IRA, tu vois. C'est pas tellement, développé sur ce point-là. Et donc c'est pour ça que. Pour moi, je trouve que ça en fait un film presque anecdotique, quoi, parce que mis à part effectivement la scène du Thalys qui est très très bien réalisée, voilà, il y a la tension qu'il faut et c'est très efficace, mais il faut quand même se taper 1h30 de personnages qui errent comme ça à travers un road trip européen où il se passe absolument rien, où il y a des discussions philosophiques, mystiques, dignes du bar du coin. Non, mais voilà, donc c'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on ne sache rien du tout de cette affaire. C'est-à-dire qu'on ne sache pas que ça se termine par ça. Ouais. Et qu'on aille voir un film comme ça où c'est des mecs, on te le vende comme ça. Voilà, c'est des mecs qui vont faire un road trip. Tu sais, comme tu verrais un film français un peu chiant, un peu autorisant, tu sais, où tu vas suivre le pèlerinage de 3 connards qui vont faire des road trips dans des auberges et je sais pas quoi. Tu sais, en mode. Enfin bon, t'as compris quoi. Genre, ou alors certains films très autorisants danois ou je sais pas quoi. Et en fait, toi, tu ne sais pas à qui va se passer ça. Et d'un seul coup, le film part dans un truc en mode terroriste. Ça aurait été exceptionnel. Mais bon, là, on savait l'issue de ce truc. Voilà, donc c'était pas. Mais c'est quand même très difficile. Et ça, on se le disait souvent, hein, même hors caméra. On se disait, faire un film sur le terrorisme, c'est très très compliqué. Très casse-gueule. C'est non seulement très casse-gueule. Est-ce que ça va plaire au public ? Comment tu le montres ? Quel point de vue t'abordes ? Parce que ce que tu disais, c'était intéressant. C'est-à-dire que tu disais, moi, ce que je reproche, c'est qu'il ne développe pas en fait tout l'aspect terrorisme islamiste. Et effectivement, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais c'est le problème de ces films sur le terrorisme. C'est-à-dire, de quel point de vue tu vas raconter ton film ? Comment ? Quel angle ?
il y a tellement d'angles sous lequel tu peux le raconter en fait. C'est ça. Enfin pour moi c'est le pire film de Clint Eastwood. Honnêtement c'est le film le moins intéressant que j'ai vu de lui. Est-ce que tu l'as revu ou pas? Ou comme moi tu l'as pas revu? Non j'ai pas revu. Tu l'as pas revu. On l'a pas revu, hein, c'est marrant. Non. On va pas, je me rappelle juste qu'il y a François Hollande. À la fin c'est pour ça que ça a porté la poisse. Non mais voilà, c'est pour ça, ça va être pour ça. Ceci explique cela. C'est comme Samuel Etienne là qui fait un Twitch, tout va bien sur sa chaîne, c'est super, c'est le héros, streamer et tout. Il prend François Hollande, ça se passe bien et maintenant le mec c'est un paria quoi, faut le tuer, ça va plus. Non mais malheureusement François Hollande, mais il faut s'éloigner le plus loin possible de cet homme, sinon c'est la chèvre quoi. Je te jure le mec c'était un héros et maintenant en l'espace de 3 jours il a invité François Hollande, ça y est. C'est la fin des haricots. Donc 15h17 pour Paris, c'est un film qui a fait un peu un bide. Voilà, il a rapporté 36 millions de dollars et pour un film qui aura coûté pratiquement la même chose, 30 millions. Oui, donc c'est pas voilà. Bon, c'est une opération blanche quoi. Voilà, ni ça a rapporté, ni ça a fait perdre de l'argent. Voilà, donc c'est bien à l'image de ce qu'est le film. C'est un film qui sert à rien. Alors, donc et allez voir la critique sur la chaîne. Vous allez voir les engueulades pendant 10 minutes. C'est incroyable. L'année d'après, en 2019, il revient avec un film qui s'appelle La Mule. La Mule, dans lequel il joue. Voilà. Il joue le premier rôle et donc le côté je ne referai plus de cinéma ou je ne referai plus de vidéos YouTube, on voit bien que tout ça c'est toujours du pipeau et donc là il revient et à la limite tant mieux, mais là par contre c'est vrai qu'on voit un Clint Eastwood très vieillissant. Parce qu'il a 88 ans, 87 ans. Et franchement là t'as l'impression, même toi je me souviens on en avait discuté quand le film est sorti, tu m'avais dit mais j'ai l'impression qu'il allait mourir à chaque plan quoi. Ah oui c'est ça. Une fois que la scène est finie t'as l'impression qu'il va s'écrouler et c'est vrai qu'il y a vraiment une impression comme ça. Ça fait très bizarre de le voir dans La Mule franchement. Et pourtant il y a des scènes où il se tape des putes. Et alors il y a une scène improbable où il est là. Ou à 88 berges, le mec. Deux nanas qui rentrent là, tu fais oula, même toi t'as le tournis, tu te dis c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer et bon voilà, il se les tape et tout. Donc c'est assez marrant et alors ce film moi j'aime bien, je l'ai vu 2 fois. Ça va jouer sur la grande préoccupation américaine du moment, à savoir les cartels mexicains. Oui, c'est vrai que c'était très en vogue. Très en vogue à ce moment-là. Oui, parce qu'on a vu plusieurs films, on a vu même évidemment des séries comme alors avant, comme Breaking Bad et tout ça, mais il y a eu Narco, les films de Sicario, etc. C'est la grosse préoccupation. Et donc lui, il va jouer aussi là-dessus. Donc est-ce qu'on peut dire que quand même des fois, malgré le caractère assez indépendant de Clint Eastwood, malgré toute la liberté artistique qu'il a gagnée depuis très longtemps, ça reste un réalisateur qui aime bien surfer sur les tendances du moment? Est-ce qu'on peut dire ça quand même? Ah oui, mais pour moi ça n'empêche pas de surfer. Je veux dire, on le voit depuis 2014. Quand il fait American Sniper, quand il fait 15h17 pour Paris, quand il fait tout ça, je veux dire, il surfe sur le. Il fait des. Il fait du putaclic. Il fait du putaclic. Non, mais c'est vrai quelque part. Non, mais disons qu'il surfe sur des préoccupations du moment. Mais je pense qu'il ne se force pas par contre. Oui. Non, je pense que ça... Voilà, c'est-à-dire que quand il prend 15h17 pour Paris et qu'il veut parler de ça, et alors peut-être qu'il en parle mal, mais il a envie d'en parler. C'est pas quelqu'un qui va se forcer, oh là là, ça fait chier. Non, je pense qu'il a envie de parler de ce truc-là à un moment donné. Et d'ailleurs, il va faire quelques déclarations, je crois, à l'occasion de La Mule. Il va dire que on vit, enfin, en parlant de lui, américain, qui vit dans un pays un peu de... Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que... non, il dit oui, on vit un peu dans un pays flippé, de fragile, que c'est un peu l'Amérique des fiottes, etc. Parce qu'il y a quand même une espèce de campagne anti-Trump qui se fait à ce moment-là. Trump a été élu, mais voilà, t'as tous les démocrates, t'as tous les artistes qui montent au créneau contre lui. Et lui, évidemment, un peu par pure provocation, je pense qu'il va dire ouais, de toute façon, on est un pays de fiottes, etc. On n'a pas de couilles, parce que tout le monde est en train de dire je sais pas quoi. Donc c'est vrai que il y a un côté réac. Oui, et là son côté réac, il l'assume totalement au moment de La Mule. Mais quelque part on lui pardonne parce que la vieillesse. parce que là, l'âge avancé, on lui pardonne presque. Non, mais si tu veux, là, il va retrouver un petit peu ce... On va pas dire ses démons, parce que c'est pas des démons, mais c'est voilà, son côté un peu réactionnaire, son côté j'aime pas qu'on critique. En fait, ce qui l'énerve, je pense, Clint Eastwood, c'est pas tant qu'il aime Trump à ce moment-là. Je pense qu'il s'en fout un peu.
Mais ce qui doit l'énerver, c'est la meute de chiens, tu sais, contre un oui. seul homme. Ça doit un peu l'agacer. Bah oui, surtout que son cinéma parle énormément de ça. L'homme écrasé par la meute de chiens. Par la meute de chiens. Non, voilà. c'est vrai, et ça, on l'a vu quand même pendant quasiment toute l'élection de Trump, quoi. On a vu toujours la même meute qui était contre lui, etc. Alors c'est vrai que Trump, il faisait pas non plus dans la dentelle, faut quand même bien le dire. Mais il y a ce côté-là, si tu veux. Il y a cet aspect qui doit agacer forcément Clint Eastwood. Oui, on va quand même pas rendre Donald Trump comme un héros. Non, c'est pas comme le héros eastwoodien. Non, justement, parce qu'il ne l'est pas. Mais disons que c'est effectivement l'histoire de l'homme contre la meute. Et comme tu dis, on va voir ça dans toute sa filmo. Donc, alors, juste pour revenir à la mule, parce que j'ai l'impression qu'on est parti très loin là avec Donald Trump. Non, mais c'est parce que c'est les déclarations de l'époque. Mais bon, pour revenir au film. Non, mais oui, c'est vrai. Non, alors pour revenir au film, moi je l'ai bien aimé ce film. Ah, moi aussi. Malgré le fait que j'ai trouvé qu'en termes de scénario, là pour le coup, il y avait un petit truc qui n'allait pas, c'est-à-dire que le film nous raconte, tu sais, donc l'histoire du personnage de Clint Eastwood qui devient une mule, c'est-à-dire un transporteur de drogue pour les cartels, et en parallèle la traque policière menée par Bradley Cooper, hein, c'est ça, oui. Par Bradley Cooper. Et donc tu as, on va dire, deux intrigues parallèles qui se suivent et qui vont se rejoindre à la toute fin. Évidemment, on le présume, on s'en doute, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, mais du coup, je trouve que comme ces deux intrigues-là ne sont pas jointes rapidement dans le film et qu'elles sont, elles sont presque indépendantes, eh bien, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une symbiose, une osmose qui se crée dans le film. Et du coup, quand on passe d'une séquence à une autre, bah, je trouve que, on n'est pas tellement pris dans le film, je trouve. Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais eue. On n'est pas. Il y a un côté comme ça. Alors, pas tout à fait, parce que quand même, je trouve que il y a un moment donné, il fait rejoindre les deux choses et. Oui, mais vers la fin. Mais vers la fin, oui, tu sens qu'il y a. Ouais. Tu vois, tu sens que. Enfin, oui, tu vois bien que Bradley Cooper, il enquête sur ses trafics de drogue, ses cartels et tout ça, et que tu sens que tout ça va le mener à Clint Eastwood. Mais quelque part, on s'en fout un peu de l'enquête de Bradley Cooper, puisque il n'a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence, il n'y a pas d'opposition, de conflit entre les deux personnages, entre le flic et le voyou, etc. Tu vois, c'est pas comme dans Hit où à un moment donné, le flic et le voyou, ils se rencontrent. Tu vois, ils se pourchassent, ils s'évitent, etc. Bon, il y a un rapport de force, il y a une opposition qui se crée dans Hit. Alors que là, il faut attendre les 20 dernières minutes. Donc, juste en termes de construction narrative, c'est là où je trouve que le film pêche un peu, personnellement. C'est vrai. Alors après, il y a quand même une espèce de critique, c'est un peu les jeunes versus boomers, dans La Mule, notamment à travers une scène que j'ai trouvé absolument exceptionnelle, avec un couple qui est en panne au bord de la route et qui n'arrive pas à changer un pneu, je crois, c'est ça. Ouais. Et lui, il débarque derrière et tu sais, bon, il l'arrête et tout. Ouais, vous pouvez nous aider, monsieur, machin. Et lui, il fait une espèce de réflexion. Alors, un peu dans sa barbe, ou alors je crois qu'il leur dit à eux, leur dit, oh là là, putain, alors vous, les jeunes là, vous savez même pas changer un pneu. Vous savez même pas changer un pneu, vous utilisez les portables, les trucs, les machins, mais vous savez même pas faire ça, quoi. Et donc, et alors, c'est drôle parce qu'il y a vraiment, là, tu sens l'opposition, l'aigreur un peu, pas l'aigreur, mais cette espèce de la condescendance. Ouais, la condescendance d'un Eastwood qui rigole quand même sur nous, quoi. Sur notre génération, quoi. Les 30 ans, 40 ans, les 20 ans. Et qui pense pas le plus grand bien de nous, en vérité. Tu penses ? Ouais. Il doit nous regarder un petit peu. Oh là là, qu'ils nous font rire, cette génération-là. Avec leurs portables et tout, machin, mais qui savent même pas faire un truc élémentaire, quoi. Un truc qui est en plus très utile. Bien plus que de savoir utiliser un portable. Et finalement, il y a un côté comme ça, je trouve. Déjà, qui tenait un peu ce genre de discours dans le maître de guerre dans les années 80. Alors j'ose imaginer la génération ce qu'ils pensent de la génération d'aujourd'hui. Oh là. Voilà. La génération de fragiles qui va sur Twitter. Oh là là. Oh là là. T'imagines, t'as les pauvres. Qui s'indignent au moindre truc. Qui s'indignent au moindre. Mais tu sais quoi, je pense qu'il les connaît même pas parce que bon, Clint il va pas sur Twitter. Oui, non. Et je sais même pas si c'est que ça existe. Mais il vaut mieux même pas lui dire. Que ça existe. Que ça existe parce que je crois qu'il se tuerait, il se suiciderait là. Il supporterait pas. Non mais là nous on peut le supporter, tu vois, on a 40 ans, ça va. Lui 90 ans, il voit ça, je crois que non, il se fout en l'air, quoi, c'est pas possible. Tu vois,
Alors, ouais, non, mais c'est clair. Alors, La Mule, c'est un bon petit succès. Hein. C'est un film qui fait 100 millions de dollars aux États-Unis, qui en rapporte 175 dans le reste du monde, pour un budget de 50 millions de dollars. Donc voilà, hein, c'est toujours autour du même budget, hein, 50 millions de dollars. Voilà. Donc c'est un bon petit succès, encore une fois, à 88 ans, le grand-père Eastwood. Ça, c'est fort quand même. Voilà, papy Clint Eastwood, il fait encore de la thune. Est-ce que tu penses d'ailleurs que le fait qu'il joue dans le film, qu'il soit quand même sur l'affiche, est-ce que ça a pu jouer un peu quand même? Bah oui, je pense parce que malgré, alors c'est ça aussi qui est un petit peu paradoxal pour moi en tout cas, hein, par rapport à Clint Eastwood, c'est que bon, on l'a dit, ça n'a jamais été l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Non mais voilà, mais il a un tel charisme que quand il est à l'écran, sa présence est absolument magnétique et c'est un film à lui tout seul, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il n'a pas besoin, en fait, c'est même dans son jeu d'acteur, c'est une économie de moyens, tu vois. Il n'a pas besoin de faire des tirades, tu vois, tu vois, de s'emporter comme ça dans un élan de tragédie gréco-romaine, tu vois. Non mais il fait pas, voilà, il est pas dans la grandiloquence en termes de jeu d'acteur, mais c'est toujours magnétique, quoi, hein, parce qu'il a une prestance, parce qu'il a une gueule. D'ailleurs, il s'en cache pas, il ne cache pas ses rides, il cache pas sa vieillesse. Hein, il n'hésite pas, et de ça depuis longtemps, hein, depuis 20, 30 ans. Encore plus là. Il joue carrément avec, hein, il joue avec la vieillesse. D'ailleurs, la scène dont tu parlais avec les prostituées, tu sens vraiment qu'il s'est amusé à jouer avec ce décalage d'image il se ridiculise même. Il se ridiculise, voilà. Il se ridiculise. Hein. Et il n'a pas peur de s'abîmer. D'abîmer son image à travers ses films. Alors par contre, le prochain film qui va arriver, où il ne met pas sa tête comme un YouTuber qui ne mettrait pas sa tête sur une vignette de YouTube, forcément va moins bien fonctionner. Non, je rigole. Non, mais c'est un très bon film. Alors, il s'appelle Le Cas Richard Jewell, donc qui est sorti tout début de l'année 2020, juste avant la pandémie. On a eu de la chance de le voir au cinéma. Et alors moi, c'est un film que je préfère à La Mule, limite. Moi aussi. C'est un film, j'aime beaucoup ce film. Encore une fois, là, il revient on va dire à sa trilogie héroïque, où il va raconter l'histoire d'un héros totalement ordinaire qui va se faire totalement, encore une fois, écraser par l'administration, par les institutions de son pays. Et ce qui est d'autant plus pervers, vicieux et horrible pour ce personnage, c'est que lui, donc c'est un agent de sécurité qui ne rêve que d'une chose, c'est d'intégrer la police. Et finalement, c'est le FBI, la police, enfin en tout cas l'autorité policière, qui va tout faire pour l'incriminer et l'accuser d'avoir été le véritable instigateur, le véritable responsable de cet attentat qui a vraiment eu lieu à Atlanta en 1996 pendant les Jeux Olympiques. Et là, pour le coup, Clint Eastwood reparle de terrorisme parce qu'il sent bien là que cette décennie est quasiment dédiée à ça, malheureusement, au terrorisme. Alors ça peut être islamiste, ça peut être autre chose d'ailleurs. Et on sent qu'il est encore marqué là-dessus, qu'il est encore marqué par ça, mais que là, pour le coup, il choisit le bon angle. C'est-à-dire que là, il prend cet angle, si tu veux, de la personne qui veut absolument jouer les héros, enfin pas jouer les héros, mais qui est un véritable héros. Oui, mais c'est ça aussi qui est... Et qui va se retourner, et ça va se retourner contre lui, en fait. Et je trouve que là, il choisit vraiment le bon angle, en fait, hein, Clint Eastwood, pour parler de cette histoire. Ouais, mais justement, et c'est ça la force de ce film, je trouve, c'est qu'il n'oublie pas de dresser aussi le portrait d'un personnage très ambigu et très trouble, et qui... même quelque part que tu pourrais soupçonner parce que oui, parce qu'il n'oublie pas de montrer un personnage qui a quand même presque le profil du tueur, enfin du héros poseur de bombes, du héros qui lui mettrait lui-même la bombe pour finalement l'arrêter, la désamorcer et se faire passer pour un héros. C'est limite, il a limite le profil du gars qui pourrait débouler dans une école avec une Kalachnikov et tuer plein d'élèves, plein de jeunes, etc. Et c'est ça qui est vachement intéressant aussi dans ce film, c'est toute l'ambiguïté de ce personnage-là qu'il n'oublie pas de traiter, quoi. Ah ouais, et puis alors il y a de sacrées scènes hein, quand ils vont chez lui, qu'ils voient tout son arsenal d'armes et tout ça, c'est quand même assez flippant. Et effectivement, tu pourrais le. Mais j'ai envie de te dire il vit seul avec sa mère. Mais c'est un profil, j'ai envie de te dire presque.
lambda, enfin c'est un profil aux États-Unis qui est connu quoi. Oui. Tu vois, le mec qui a plein d'armes, qui va à la chasse, qui vit seul avec sa mère, voilà, etc. Qui n'a pas beaucoup de relations, qui n'a pas de fiancé, de filles, etc. Non mais justement, c'est là où nous, même spectateurs, enfin en tout cas même moi, je me fais prendre un peu à mon propre... Enfin je tombe un peu dans le piège d'avoir des préjugés sur ce genre de profil, sur ce genre de personnes, tout comme le FBI est tombé dans ce piège des préjugés. Et c'est ça aussi que le film veut démonter. C'est les préjugés qu'on peut tous avoir sur un profil qui, oui, en apparence, nous apparaît très louche, très suspect. Et finalement qui s'avère être un pauvre type en fait, c'est juste le pauvre. Ouais, c'est un pauvre type qui a voulu accomplir quelque chose d'héroïque et qui malheureusement va se retrouver de l'autre côté de la barrière quoi. Avec Katie Bates, qui est la démonstration d'actrice dans ce film. T'imagines, donc déjà t'as Katie Bates dirigée par Eastwood. Ouais. Alors bon, c'est colossal quoi. Les séquences de pleurs, de trucs, de panique de la mère, qui ne croit pas à ce que dit le FBI, qui a des doutes, etc. Mais elle le joue, Katie Bates quoi. C'est cette performance quoi. Je sais plus si elle a été nominée. Si, elle a été nominée. Après, je sais pas si elle a gagné, mais. Je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, elle aurait dû gagner. Elle méritait de gagner un Oscar, ça c'est clair. En second rôle, elle était absolument incroyable. De toute façon, Katie Bates, en règle générale, j'ai envie de dire que c'est une immense actrice. Et puis il y a aussi le personnage de la journaliste. De la journaliste, arriviste, opportuniste, d'un cynisme absolu. Alors ça aussi, il y a eu une petite embrouille, une petite polémique par rapport à ça, je crois, parce qu'elle est montrée comme ça par Eastwood alors qu'elle ne serait pas comme ça. Je crois. Ou alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a montré une femme journaliste aux dents longues, comme si ça n'existait pas dans la vie? Ah oui, c'est vrai que en 2020, 2019, c'est pas tellement tendance. C'est pas tellement tendance, donc forcément, même si ça existe. Ah oui, mais non, tu n'as pas le droit de le montrer. Mais je crois pas que c'est ça. Je crois que la vision de Eastwood par rapport à ça, est biaisé par rapport à la réalité. Biaisé par rapport à la réalité. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça, donc on lui a reproché ça et tout ça. À vérifier. Oui, mais en tout cas, bon, après ça sert, je trouve, la dramaturgie, le propos. Parce que quelque part, ce qu'on a dit, c'est les institutions gouvernementales qui écrasent encore une fois le héros solitaire, mais c'est aussi les médias. Là, il en profite pour attaquer aussi un petit peu l'arrivisme des médias qui profitent des drames pour leur gloire personnelle. Puis il y a un petit côté revanche aussi peut-être sur les médias, des critiques, des machins qu'il a pu subir, mais bien avant, plus maintenant, mais dans les années 70-80, il y a un petit côté comme ça aussi. Il se sert de ce personnage-là. Mais à la différence de John Hamm, qui lui incarne l'autorité de l'État et qui joue admirablement bien d'ailleurs, qui joue vraiment le gros connard qui ne veut pas en démordre et qui est persuadé, même jusqu'à la toute fin du film, que le fameux Richard Jewell est véritablement le coupable, il rachète la journaliste à la toute fin. Parce qu'il la montre, il la montre en train de pleurer et je pense en train d'avoir des remords par rapport à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait, face à la détresse de la mère de Richard Jewell, dans cette scène où elle explose en larmes, Katie Bates. Et là pareil, on la voit... Bon voilà, il rachète ce personnage à la toute fin, là où John Hamm, lui, il n'est pas du tout racheté. Il n'est pas du tout racheté. Ça reste un connard jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est un film. Et puis aussi, il y a l'acteur que j'adore qui joue dans La Ligne Verte, à chaque fois j'oublie. Sam Rockwell, voilà. Il joue extraordinairement bien. Ouais, il est génial en mode un petit peu coach. Coach de vie auprès de ce pauvre type qui sait pas y faire quoi, qui sait pas s'y prendre, qui sait pas comment se défendre. C'est vraiment un film très très touchant, voilà, très émouvant, qui a fait un bid. Qui a fait un bid, ouais. Alors est-ce que peut-être un peu mal vendu, pourtant, voilà. Mal vendu, l'affiche, effectivement, pas vraiment de tête d'affiche, malgré quand même qu'il y ait John Hamm, Olivia Wilde, qui joue la journaliste, Katie Bates, mais ils n'étaient pas bien mis en avant. Ouais, je pense que c'est un film très mal vendu, parce que honnêtement, tous les gens qui ont pu voir ce film, en tout cas, à chaque fois que j'ai discuté avec des gens qui avaient vu ce film, ont aimé. Enfin, ont vraiment beaucoup aimé ce film. C'est un film très bien foutu, très bien fait, bien scénarisé, bien écrit. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous sur le cas. Richard Jewell, c'est un très très bon film. Voilà, on est arrivé au bout de cette immense rétrospective Clint Eastwood.
Et on va terminer sur le futur, sur l'avenir de Clint Eastwood, parce que c'est pas terminé, c'est pas fini. Il est encore là. Il est encore là, il est increvable. C'est le Rafael Nadal du cinéma. C'est incroyable. Tous les ans, il revient en force et il gagne, il fait les grands chelems. Donc, alors, c'est quoi l'avenir de Clint Eastwood? Alors, l'avenir de Clint, pour l'instant, ce sera Cry Macho. Un film qui va sortir au cinéma et le même jour sur HBO Max, puisque maintenant c'est la nouvelle politique de Warner. Alors, on n'a pas de date pour l'instant de la sortie du film. On a juste vu dans la publicité d'HBO Max 2 ou 3 plans de Cry Macho, et je crois avec lui dedans. Mais oui, je l'ai vu passer. Hein. Bon, il est dedans, donc il est encore acteur là-dedans. Et alors, ce qu'on sait sur le film, c'est que ça nous racontera l'histoire d'une ancienne star du rodéo qui a pour mission de récupérer un enfant au Mexique, de l'enlever à sa mère alcoolique pour le ramener à son père. Et pendant ce voyage, à travers les États-Unis, des liens d'amitié vont se créer entre le vieil homme et l'enfant. Du coup, on a un pitch qui rappelle déjà un monde parfait du même Clint Eastwood. Cry Macho. Est-ce que ça sera son dernier film? Parce qu'il a quand même 90 ans, Clint Eastwood. Ouais, là, c'est... T'as envie de dire, mais jusqu'ou tu vas aller? Jusqu'où tu vas aller, quoi. C'est incroyable. Ouais. En tout cas, voilà. Écoute, on est arrivé au bout. Comme ça. Voilà. On est arrivé au bout. Écoute, j'ai envie de te dire que j'ai adoré faire cette rétrospective. Magnifique. Ça m'a permis de me replonger dans beaucoup de films de Clint Eastwood, de les revoir, d'en découvrir certains que j'avais pas vus. Donc là aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu tous les films réalisés par Clint Eastwood, voilà. Et oui, parce qu'il y en avait quelques-uns que je crois que t'avais pas, pas vu. Ouais. Il y a quelques-uns que j'avais pas vu. Jersey Boys, je l'avais pas vu. Et voilà, je sais plus lesquels, certains que j'avais pas vu, Firefox, L'arme absolue, tu vois, des trucs comme ça. Donc voilà, maintenant je les ai vus. Voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette rétrospective. Avec plaisir, et merci de m'avoir invité pour parler de d'un des plus grands réalisateurs au monde, quoi. Voilà, hein, on l'a vu dans cette rétro, quoi. Voilà. Je veux dire, et surtout qu'il n'y a pas que des films hyper connus. C'est ça qui est intéressant, quoi. Il y a plein de trucs comme ça on n'a pas vu, on se souvient plus. Exactement. C'est ça qui est c'est d'une richesse incroyable. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu également. Voilà. Et écoutez, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne de mon cousin Dirty Tommy sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager la vidéo, à commenter, à me dire quels sont vos films de Clint Eastwood préférés, quel est pour vous le top 5 des meilleurs films de Clint Eastwood. On en discute, on en débat dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Au revoir. I'm sorry for everything.